Dans ton livre, tu racontes, s'il y a un enfant qui se met à pleurer, ils peuvent le prendre et le jeter par-dessus bord. Oui, il commençait à pleurer, pleurer, pleurer. Et lorsqu'on a jeté son enfant, elle s'est aussi jetée dans la mer pour récupérer son enfant. Tous les deux sont morts. Bonjour à tous et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, émission très particulière, on va recevoir Fran Kourouma. Fran Kourouma qui est guinéen et qui est venu en tant que migrant en Europe et qui a vécu notamment de l'esclavagisme en Libye, s'est fait arrêter à 3 reprises, puis revendu. Il va nous raconter ça avec à chaque passage de frontière en Afrique, le fait d'être racketté, de repayer à chaque frontière pour repasser, jusqu'à son arrivée sur le bateau, partir de Libye pour traverser jusqu'à l'Italie. Les fois où il a failli mourir, il va nous raconter un peu son parcours, pourquoi il est venu, pourquoi il s'est décidé, comment il a dit au revoir à sa mère. Il va nous raconter ce parcours. En tout cas, merci d'être là, de plus en plus nombreux. On essaye de vous proposer des profils originaux, des choses qu'on a assez peu vues, mais parfois dont on entend parler. On n'a jamais trop vu d'interviews comme ça, longues, de certains sujets. Et pour nous, c'est un plaisir de faire ça et d'essayer de faire découvrir, d'entendre des gens qui ont des vies différentes. Si jamais vous avez des idées en commentaire de cette émission, je les lirai tout particulièrement, parce qu'on en cherche toujours pour essayer de vous étonner, de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo, à liker la vidéo aussi sur YouTube, ça nous aide beaucoup, et à vous abonner. D'ailleurs, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. On se sert beaucoup des commentaires pour changer des choses, améliorer des choses sur le média. Donc voilà, merci d'être là. Et c'est parti avec Fran Kourouma, qui est migrant et qui est venu de Guinée, qui va nous raconter son parcours. Je m'appelle Fran Kourouma, je suis de la Guinée-Conakry. Je suis migrant actuellement. J'habite à Bruxelles avec mes 3 enfants et mon épouse. Et je travaille en tant qu'éducateur, mais à la base, je suis ingénieur technologue en industrie agroalimentaire. Ben voilà, bienvenue Fran. Je vais te reprendre le clap. Bienvenue. Fran, F-R-A-N. Oui. C'est super intéressant, ton parcours. Tu as sorti un livre, on va en parler. Tu as migré de Guinée en passant par plusieurs pays. Oui. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on en parlait. On ne s'imagine pas la vie de quelqu'un qui va tout faire pour essayer de changer de pays en passant des frontières avec des passeurs, avec des gars qui vont à un moment donné carrément te vendre en tant qu'esclave en Libye. À 3 reprises, tu vas te faire rattraper, emprisonner, revendu. Tu parles de marché aux esclaves dans le livre. Ça nous paraît irréel en France. On connaît, on entend parler, on voit parfois des reportages, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui le racontait. Tu vois, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Je sais que c'est pas facile de raconter son parcours comme ça, surtout sur une interview un peu longue, mais c'est intéressant. Tu sais, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 28 ans. T'as 28 ans? Oui. Tu connaissais la Belgique ou t'es arrivé en Belgique un peu par hasard avant de refaire le parcours? Non, souvent on me pose cette question, on me demande pourquoi la Belgique. Ça n'a jamais même été l'Europe. J'ai jamais pensé de venir de la sorte en Europe. Je vous informe que je suis ingénieur. J'ai fait mes études à Dalaba, à l'université, et j'ai un diplôme de maîtrise. En 2015, j'avais même eu une bourse d'études pour le Canada, mais malheureusement, j'avais des problèmes. Et du coup, je ne pouvais pas mener toutes les démarches. Et je suis allé vers le Mali, et l'histoire continue. Mais en ce moment, je voudrais juste aller en Algérie, pouvoir travailler, ne pas être un parasite surtout. Pas aller dans un pays pour juste parce que le pays, c'est beau, c'est tout, mais pouvoir travailler en tant que jeune. Mais malheureusement, à l'époque, je ne pouvais pas prendre le risque de passer vers l'Azawad. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers le Niger jusqu'à Agadez. Et là, je suis tombé dans le système mafieux. Ah là là. Ça a complètement désorienté, ça m'a complètement étonné qu'à notre époque, au XXIe siècle, avec toutes les atrocités et toutes les exploitations que les migrants vivent au quotidien, jusqu'en Libye. Que ça existe encore, quoi. Mais c'était étonnant pour moi. C'est comme si... C'est pourquoi souvent, j'ai un ami en Allemagne, il s'appelle Barry, il me demande souvent... Man, est-ce qu'on n'est pas en train de dormir? Et je le pense, il dit, ah, mais tu me fais mal. Je dis, ben voilà, là, ça c'est ta réponse. On n'est pas en train de rêver, c'est vraiment ce qui se passe. C'est fou. Ouais. On va revenir, on va refaire ta vie, ton parcours, pour essayer de comprendre étape par étape comment tu te retrouves ici, comment tu vas évoluer de pays en pays. Toi, tu es né en 96, du coup. Tu as grandi à Conakry directement. C'est comment la vie à Conakry, pour ceux qui n'ont pas d'idée à quoi ça peut ressembler, la Guinée? C'est vraiment
cette vie que je n'ai pas retrouvée en Europe ici, cette grande solidarité. Comme on dit souvent en Afrique, il y a la famille en Afrique, il y a la loi en Europe. Mais sauf qu'on oublie qu'il y a bien sûr la loi en Europe, mais en Afrique, mais la famille au centre. Il y a des problèmes, il y a plein d'autres choses. À l'époque, c'est que quand mon fils est venu ici, je me suis vu dedans. Au fait, la main comme ça. Toutes les personnes qui passaient, il avait la main comme ça. Parce que nous, on a grandi, on a les voisins, tout, tu peux aller manger par là. Il y a cette solidarité-là. Tu te sens dans une famille, partout. Même quand il pleut, tu peux aller dans une famille, tu te reposes là, tu dors même des fois là-bas. Ou même quand il y a des fêtes. C'est qu'il y a cette vie familiale. C'est comme ça, nous, on a grandi. C'est comme ça, on a été éduqués. On n'a pas connu ce qu'on appelle la garderie. Nous, c'était la grand-mère, on partait sur elle. Et après l'école, elle nous lavait, elle nous raccompagnait à la maison après. Et on n'a pas connu aussi cette vie. Bon, il faut voir un psychologue, tout. Nos psychologues, moi, par exemple, c'est ma maman. Quels qu'en soient mes soucis, je partais souvent près de ma grand-mère ou auprès de ma mère. Et c'était comme ça, c'est comme ça, nous, on a grandi. Et cette vie-là, aujourd'hui, c'est l'un des regrets que j'ai, parce que mes enfants n'ont pas cette chance-là d'être avec leur grand-mère, de comprendre les choses, d'avoir cette éducation que nous avons eue, à l'état naturel, bien sûr, que moi, j'appelle à ma manière. Et c'était ça, notre vie. C'est une grosse ville, Conakry? Oui, c'est la capitale. C'est la capitale, mais on se rend pas compte, c'est combien d'habitants? Oui, je ne Je vous le mettrai sous l'écran qui apparaîtra, on va regarder. Je n'ai pas vraiment le nombre exact en tête, mais c'est une grande ville quand même. À comparer à Bruxelles, voilà. Bruxelles serait vraiment une petite ville. C'est vrai? Margot, si tu viens regarder sur ton test, s'il te plaît. Donc, merci. 2,3 millions, c'est comme Paris, le centre-ville. Oui. Je parle par rapport à la superficie, quand même, c'est une très, très grande ville. Et voilà. Mais nous, on habitait au niveau ce n'était pas au centre, on était vers la partie qui mène vers 36, parce que nous, on était en tas. C'est un peu, on appelle ça un peu la partie bidonville. C'est là où j'habitais. En fait. La partie plus pauvre, du coup, là-bas. Oui. Comment tu as été éduqué? Tu as été éduqué à travailler à l'école? Tu as été éduqué à travailler avec tes parents rapidement? Ça a été comment, ton éducation? Découvrir, vivre, comprendre. C'était notre éducation avec nos parents. Et malgré cette vie modeste, que je vais appeler comme ça modeste, et il y avait cette dignité. Et on nous a appris à garder cette dignité et surtout à travailler. À ne jamais, c'est-à-dire vivre de la mendicité. Surtout quand on est en bonne santé. On est valide. Oui, ouais. C'est très important. Ma maman nous a toujours dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui va vivre avec la sueur de son front. Et c'est pourquoi quand je suis venu ici, partout où je vais, je me battrai toujours pour pouvoir vivre de la sueur de mon front. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus dans ton enfance à l'époque là-bas? Tu disais que tu as eu beaucoup d'amour, tu étais entouré, famille, c'est hyper important pour l'équilibre d'un homme. De quoi tu as pu manquer le plus? J'avais juste, et ça je l'ai, j'ai été toujours cet enfant rebelle. C'est-à-dire, je ne voudrais, même les parents, dire que je vais toujours vivre comme un parasite, parce que je me sentais des fois, c'est maman qui dorme toujours, c'est mon papa qui dorme toujours. Comme souvent, je voyais avec beaucoup de mes amis qui n'arrêtaient pas d'accuser l'État. Ah oui, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mes parents ne m'ont pas donné ceci. Donc, j'ai été cet enfant rebelle depuis mon enfance. Les choses qui me manquaient des fois, pendant les vacances, soit je partais en Sierra Leone, ou je partais au Libéria pour travailler, ou bien au Mali. Tu pars tout seul au Mali travailler? Oui, à quel âge quand tu vas bosser comme ça? Je ne me rappelle pas, mais j'ai commencé à aller dans les villes comme ça là, quand j'étais en 8e, 9e année, au collège. Donc, au collège? Oui. Donc j'ai commencé à partir, jusqu'en 10e, je partais au lycée aussi. Même ma soutenance, le premier PC que j'ai acheté, c'est quand je suis allé travailler au Mali. À Gikroni-Para, je poussais les charrettes, on dormait sous la belle lune, tout. Mais ça, c'est pas parce que mes parents ne pouvaient pas, mais c'est parce que je voudrais gagner moi-même. Et aussi être fier, en entrant des vacances, donner quelque chose à ma maman, qu'elle bénisse pour moi. Pour moi, c'était capital, c'était énorme pour moi. Tu disais même que tu trouvais, à l'époque, quand tu étais seul, livré à toi-même, tu trouvais dans des poubelles des vêtements pour te changer, pour t'habiller, etc. Tu étais vraiment livré à toi-même. Oui.
Je me rappelle, je parle de ça même dans le livre. Monsieur Wade, quand il a vu mon livre, il était vraiment heureux. Monsieur Wade, il travaille dans l'académie de foot au Mali, à Gikroni-Para. Peut-être, si jamais il écoute cette émission, il va certifier. Et je partais souvent là pour travailler. Et un jour, vu que mes habits étaient déchirés, et les jeunes qui sont dans cette académie, souvent, ils mettent des anciens habits dans leur poubelle. Et c'est là où je prenais souvent, je m'habillais. Et je partais aussi donner aux autres. Et souvent, quand je venais dans M. Wade, des fois, il me donnait de la nourriture que je partageais avec les autres amis qui n'avaient pas travaillé ou qui dormaient aussi sur les tables de Gikroni-Para, dans les marchés, quoi. Et quand tu vas, c'est à 20 ans, je crois, tu vas décider de quitter ton pays et ta maman essaie de t'en empêcher. Normal, une maman, elle a envie que son enfant reste à côté. Comment tu vas la convaincre, ta mère? C'était très dur parce que, d'abord, elle disait, mon fils, tu pars sur des Blancs qui ont calciné nos baobabs, qui ont détruit nos valeurs, qui nous ont colonisés, Et je la comprends parce qu'il y a ce qu'on appelle souvent la peur de toutes les mamans, que ces enfants se retrouvent dans un milieu sans être protégés. Mais me connaissant, elle ne voulait pas. Surtout que je quitte à ses côtés. Elle savait nos liens, nos rapports. Et c'est pourquoi elle passait par tous les moyens pour vraiment me décourager de ne pas venir. Mais il y avait l'autre côté, le danger dans lequel je me trouvais. Je ne pouvais pas non plus partager ça avec ma maman pour la convaincre. C'est plutôt la faire mal. Parce que beaucoup de migrants vont quitter dans leur pays pour voyager. Ce qu'on oublie le plus souvent, c'est que la réalité des faits, ils ne peuvent pas partager ça avec les parents. Vouloir leur dire, c'est de le mettre en danger. Des fois même, les soucis et tout ce qui s'ensuit, il y en a même qui tombent malades, qui meurent même dans cet état à cause de tous ces soucis-là. Et donc, il fallait partir sur une autre ligne, pouvoir l'expliquer, et puis l'assurer. C'est pourquoi je l'ai dit, je pars à la recherche du bonheur. Et une fois arrivé, fini nos malheurs, là-bas, je pensais que c'est le paradis terrestre, voilà. Et, tu t'attendais à... Oui, et je disais encore quelque chose qui est essentiel dedans. Je dis la paix du cœur. Parce que ma maman, je ne pouvais pas la convaincre qu'il y a des voitures, il y a des immeubles, il y a des trains, il y a de l'argent. Je ne pouvais pas. Non, ça, si je partais sur ça... Et moi, j'avais besoin de sa bénédiction. Je ne voudrais pas qu'elle s'énerve et que moi, je m'en vais. C'était pas de la richesse, tu pouvais pas lui vendre de la richesse. Oui, jamais. Mais la paix du cœur, vivre avec... Heureux, ouais. Oui, heureux. Et pouvoir surtout travailler. Parce que elle, la paix du cœur, ça s'appelle, pour ce gel, travailler par sa sœur. Et puis, ne pas manipuler les gens, tromper les gens pour prendre de l'argent, tout faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et donc, en la parlant ainsi et en la rassurant que je pourrais travailler, parce que moi, je pensais en ce moment en Algérie, je ne pensais pas pour l'Europe en ce moment. Mais, tu sais, chez nous, que ce soit les Maghrébins, les Blancs en général, on dit souvent que quand tu parles là-bas, ce n'est pas la même réalité que l'Afrique noire. Donc, c'est cette peur qu'elle avait. Donc, j'ai quand même pu la faire comprendre et j'ai eu sa bénédiction avant de partir. Tu ne savais pas du tout à quoi ressemblait l'Europe quand tu pars. Tu imagines, tu disais un paradis. Qu'est-ce que tu t'imaginais exactement? Ça serait de mentir si je disais vraiment que je n'avais pas quelques infos. Mais par contre, j'ai été étonné par rapport à certaines surprises. On a l'impression que quelques Blancs, permettez-moi de dire quelques Blancs, qui partent en Afrique, qu'ils soient touristes, ou bien qu'ils soient des enseignants qui vont dans la université ou autre, ils veulent toujours montrer la supériorité. C'est-à-dire montrer, oui, on est plus puissant, il y a tout chez nous, il y a ceci, surtout en matière de droit. C'est là où, droit, en matière de loi surtout, c'est là où j'ai, en ce moment, c'est-à-dire quand je suis rentré ici, ça a été mes étonnements. Sinon, je savais quand même qu'on vend de l'Eldorado et tout ce qui s'ensuit. Mais maman nous dit souvent, c'est-à-dire le paradis, ça ne se crée pas comme ça dans le ciel, ça tombe sur toi. Il faut travailler pour mériter ton paradis. Construis ton paradis. Bats-toi pour ton paradis. Bats-toi pour réussir. Et surtout, quand tu as ton paradis,
pour le maintenir. Que ce soit dans ce monde, que ce soit l'au-delà. Il disait souvent, je ne connais pas ce qui se passe là-bas, mais en tout cas, sachez que quand vous avez votre paradis en main, battez-vous pour le garder. Pour le garder. Donc, c'est comme ça. Et donc, partout on partait, partout je partais, mais je ne pensais pas quand même que, une fois en Europe ici, que cette machine de torture qu'on appelle la procédure de demande d'asile, ces accusations, c'est-à-dire fallacieuses des politiques, en prenant des données issues des visites guidées de certaines personnes dans les centres, et même en Libye et tout ce qui en suit, et aussi les mots, cette violence verbale, et surtout, quand on est sans papier, sans abri, noir, pour moi, dans les rues de Bruxelles, c'était comme si on redescendait au plus bas niveau de la vie. Et là, j'ai été étonné. Donc, je n'avais pas ces informations-là. Ce qu'il y avait de l'orgueil en parlant d'Europe, en matière de loi, en matière de droit et autres, je n'y pensais pas qu'en me retrouvant ici, ça, c'était d'étonnement. Ouais, tu ne pensais pas vivre ça. Oui. Attends, on va refaire le parcours. Tu pars de Guinée, du coup, tu as quel âge? Tu as 20 ans même? Oui. Comment tu pars? Tu pars avec quoi dans les poches? Tu pars avec des bagages? Comment physiquement tu pars? De la Guinée au Mali, je n'avais vraiment pas du tout en ce moment un bagage. Je voulais juste aller voir ma maman. Je suis passé par Kouroussa, qui est ma ville d'origine, de là, et puis j'allais directement à Siguiring, et de là, des micros, je prenais toujours. Et Siguiring à Koulémaré, c'est une ville frontalière entre la Guinée et le Mali. J'ai pris les petits bus qui viennent là, je suis parti à Bamako. De Bamako, vu que ma maman n'est pas à Bamako, elle était dans une autre ville vers Sikasso. Et je suis allé jusqu'à Kadiolo. Et Kadiolo, alhamdoulilah, j'ai trouvé mon maman. Et en ce moment, le voyage n'était pas décidé. Il fallait juste quitter pour des causes. Et je suis arrivé. J'ai vu ma maman. J'ai calculé les choses. Voilà, ça ne pouvait pas. Les mêmes réalités, la Guinée, le Mali, ça reste les pays frères quand même. Et j'ai décidé maintenant qu'il fallait continuer vers l'Algérie. Souvent, beaucoup de gens pensent en Europe ici qu'ils ont beaucoup d'argent dans leur poche. Ils voyagent, ils payent tout. Je ne connais pas pour tout le monde, mais mon cas personnellement et d'autres personnes que je connaisse aussi, il faut que les gens sachent qu'on n'a pas... C'est-à-dire, même si on a des milliards avec nous, une fois à Agadez, c'est-à-dire la fouille méticuleuse. Ah oui, à la douane. Enfin, d'abord, ça commence d'abord au Burkina, d'abord. La douane, tout. La police. Tout le monde veut prendre sa part. Parce que les gens pensent que quand vous êtes sur cette route-là, vous partez en Europe, il y a l'Eldorado, il y a le diamant, il y a tout qui vous attend là-bas. Donc, il faut prendre leur part maintenant. Donc, c'est comme ça. Et vous êtes bastonné, vous êtes malmené. Ça commence par là. Et quand vous arrivez au Niger, le peu qui vous reste, là-bas, on vous déculotte complètement. On vous fouille de façon méticuleuse. On vous prend tout. Et quand vous êtes dépossédé de tout, en ce moment, vous êtes jeté dans ce réseau mafieux maintenant. On va y revenir. Donc, vous voyez maintenant que quand les gens pensent que les gens ils quittent avec des milliards, des millions avec eux, moi, je n'avais rien. Ouais. Au fur et à mesure, travailler pour pouvoir continuer. Au fur et à mesure, travailler pour pouvoir continuer. Dans chaque pays où tu arrives, tu vas bosser, ça va prendre un peu de temps. Oui. Tu travailles combien de temps? C'est quoi, quelques mois? Ça dépend J'ai la chance d'avoir un petit bagage intellectuel et ça m'a beaucoup aidé. Et ce bagage intellectuel, des fois, j'arrive dans un pays, il y a toujours... Vu que, anciennement, j'arrivais à m'adapter. À chaque fois que je partais dans les vacances. Souvent, j'ai trouvé des amis. Pour le cas du Mali, j'avais des amis, des anciens amis. Donc, dès que je suis arrivé directement, je me suis retrouvé à Bamako. J'ai trouvé des petites activités. Deux fois, essayer de transporter des bagages. Deux fois aussi, avec les chauffeurs surtout, j'avais cette méthode-là aussi. Collaborer avec les chauffeurs, faire leur petite commission, signer les tickets, tout. Et travailler à côté des syndicats pour pouvoir remplir des trucs, des formulaires. Et après, ils vous mettent dans les bus, vous continuez. À chaque fois que vous arrivez, il y a des bagages, on vous dit, descendez. C'est que vous êtes un apprenti momentané, quoi.
Vous transportez jusqu'à ce que vous arrivez dans une ville, mais vous ne leur dites pas que je me limite là. Parce que s'ils savent que vous vous limitez là, ils vont vous faire travailler plus. Mais quand vous arrivez là-bas, vous vous barrez. Ah oui, tu fais comme si tu allais continuer à bosser. Oui. Et hop. Allez, tu te barres. Sinon, ils ne te prennent pas en apprenti dans le bus pour travailler. Et oui, et ils vont t'exploiter de plus. Et s'ils savent que tu te limites là aussi, soit ils vont créer quelque chose, quelque part, ils vont dire, bon, allez, tu te retournes ici. Ils vont se débarrasser. Donc, il faut jouer ce jeu. Il faut jouer avec les gens pour monter, oui. quoi. Donc, ce système-là, gagnant-gagnant, ils vont gagner, vous allez gagner aussi, parce que vous allez pouvoir voyager, mais vous allez travailler pour eux. Mais si vous vous laissez faire comme si votre vie, ça se limite là, et moi, ma vie ne se limitait pas là. Donc, il fallait essayer de travailler dignement, mais aussi en n'oubliant pas aussi que tu dois continuer, parce que tu as un objectif devant. Et c'était comme ça. Et juste, est-ce que tu peux nous faire la liste des pays par lesquels tu passes? Là, juste, tu pars de Guinée, tu passes, ensuite, tu vas où? Au Mali. On va faire une carte, là, à l'image qui s'affiche, comme ça, vous allez comprendre ton parcours, et puis on va revenir sur les étapes. Mais, donc, tu fais Guinée, Mali, ensuite... Mali, oui. Après Niger. Niger. Oui. Et Niger, on part à Agadez. De là, Libye. Libye, ok. Oui. Et après la Libye, tu passes par où? Oui, la Libye. Ça, maintenant, la Libye, c'est une grande... Bon, au début... On va revenir sur l'histoire, mais juste pour comprendre le parcours jusqu'à la Belgique, après tu fais... Ah oui. Libye, tu passes par un bateau ou tu fais le tour? Oui, bateau, et puis Italie. Italie? Oui. Et Italie, tu remontes Allemagne? Oui. Non. Non. Je viens d'abord à Paris. À Paris, je vais en Belgique. Il y a des moments où tu as peur pour toi, avant d'arriver en Libye, hein, je parle, où vraiment tu as eu très peur, tu vas nous raconter, quand tu es vendu comme un esclave, enfin, c'est horrible. Est-ce qu'au Mali, tu peux tomber sur des mecs armés? Tu disais que tu te faisais fouiller, ils t'enlèvent ils te prennent tout ton argent. À chaque fois, ils vous raquettent. Hein. C'est un vrai racket. Est-ce qu'il y a des moments où tu as peur pour toi? Oui, beaucoup. D'abord, à la frontière malienne, j'ai été étonné. La Guinée et le Mali, c'est des pays frères. La Côte d'Ivoire, le Burkina. Ce qui m'a étonné, j'ai vu que la carte d'identité, le passeport, n'est pas considéré. Vous sortez le passeport. Ils s'en foutent? On dit, mais on ne mange pas le passeport. Hein. Ils prennent, ils jettent de l'autre côté. Ah. Cela voudrait dire qu'il faut sortir l'argent. Bon. Et souvent, moi, au début, il y a un ami qui m'a dit, hey, Guilain, toi et ton gros français là, tu penses que c'est ce qui va te faire passer ici? Arrête ça, comporte-toi comme si tu n'as... Quand ils savent même que tu as étudié, tu connais certaines, tu parles de certaines lois, non, vous n'avez pas le droit, tout. Tu vas mourir ici. Ils vont t'emprisonner, ils vont te battre parce qu'ils savent que tu as découvert et tu vas les raconter. Donc, si tu ne te fais pas comme quelqu'un qui ne connaît rien... Il faut se faire passer pour un mec. Il faut dire oui, que tout c'est oui. Donc, et c'est comme ça. J'ai été étonné. La même phrase m'a été utilisée aussi quand j'étais au centre ici, au Petit Château. Mais ça, c'est plus tard. Ça m'a été que Guinéen, tu poses beaucoup de questions. Et attention, ici, si tu te comportes comme ça va être dur pour toi. Hein. Et ça a été dur pour moi. Très, très dur pour moi. La même phrase, imaginez, au Burkina qui m'a été dite par un migrant qui était avec moi, ça m'a été dit aussi au centre ici. En France? Non, en Belgique. En Belgique. Donc, j'étais étonné parce que la façon dont les fouilles, là, ça se passait. Les gens étaient, maltraités juste pour avoir 10 000, 20 000, 30 000. Francs? Oui, non, francs CFA, oui. Francs CFA. Oui. Et j'étais étonné. Quelque part, j'avais peur pour moi, quoi. Parce que si déjà on fait cela à la frontière malienne, je me disais que devant, ça va être pire. Et ça a été pire. Parce que on a passé juste ce côté-là, on est parti. En fait, plus tu montes, plus c'est dur. Oh ben, c'était encore grave. Attends, juste j'ai besoin de comprendre, je pense, vous tous aussi. Quand tu arrives dans une ville, tu dis, je trouve des gens pour être apprenti, pour gagner un peu d'argent, pour passer au pays d'après. Où est-ce que tu dors quand tu arrives dans une ville? Comment est-ce que tu trouves des endroits pour te cacher, pour dormir? Comment tu fais? C'est pourquoi je dis, avant, j'avais toujours... j'étais un petit aventurier chaque fois qu'il sortait. Donc, la nuit, partout, la nuit me trouvait. J'essayais de dormir. Et souvent, c'était à la gare ou bien devant les devantures. Et si on ne veut pas se faire voler la nuit,
je me disais souvent, il faut se déguiser comme un fou. Personne n'a besoin d'aller fouiller un fou. Donc, qu'est-ce que je faisais? Voilà, si j'avais des bons habits, j'enlevais, je les trempais dans la boue, tout, je les salissais très. Vous voyez un peu, et quand ça se cherche, je porte, je me couche, mais tout le monde passait, et des fois même on me donnait des coups comme ça, dis donc, allez, des fous quand même. Mais des coups de pied et tout. Oui, des coups de... Donc, il y avait toujours ça. Partout où je passais, j'avais cette méthode pour pouvoir, je l'appelais, il faut se camoufler. Et donc, quand je m'habillais, c'était comme ça aussi, même à Bruxelles ici. Hein. Les pickpockets, heureusement, il y avait des caméras. Quand vous êtes mal habillé, de fois, vous avez vos caddies, tout. Quand on dit les pickpockets, j'ai été plusieurs fois giflé comme ça, mais heureusement, après, la police regarde, on dit, c'est pas lui. Et vous avez droit à, monsieur, désolé, vous partez. Mais après, humiliation, saisie, avec la police colosse, tout, qui fait n'importe quoi avec vous. Après, on va dire, monsieur, désolé. Ils pensaient que c'était toi qui avais volé des trucs, je veux dire. Beaucoup de gens sont accusés. C'est pourquoi j'ai dit, la vie en Europe, avec ces 3 étapes, vous voyez le monde à un autre niveau. On va partir au Mali, entre le Mali et après Burkina Faso, Niger. Mali, tu vas rencontrer un gars qui s'appelle Adama. Oui. Il va t'aider pour quoi, Adama? Parce que tu voyages seul, là, quand tu racontes ton parcours, là, t'es seul. Qui c'est, Adama? Adama, c'est aussi un pousseur de charrette, mais c'était le douanier. On appelle c'était le doyen, quoi. On appelle le doyen parce que il avait tellement duré dedans. Et puis, moi, j'étais trop petit. Il me disait, Guinéen, tu es trop petit, tu ne dois pas être là. C'est lui-même qui m'a dit un jour, va étudier Guinéen. Tu n'as pas ta place parmi nous. Tu es très jeune et en plus aussi, tu as quelque chose qui ne doit pas être là. Il m'a dit, dégage, vas-y. Il me donnait souvent du boulot facile parce que je ne pouvais pas faire des boulots très, très durs. Et l'histoire de Adama, ça n'a vraiment pas été c'est-à-dire le même moment de mon voyage. Je raconte souvent que je partais pendant les vacances. C'est pourquoi dans mon livre, je parle de l'histoire avec Adama. Et Adama, c'est lui qui se portait garant pour que je puisse avoir des sarrêtes, pour pouvoir pousser, tout. Il m'aimait, quoi, au fait, c'est quelqu'un. Oui, c'est une belle personne, oui. Et souvent, il m'achetait de quoi manger. Parce que, en fait, l'année en question, je n'étais pas parti au Mali pour pousser les sarrêtes. J'étais parti, je devrais continuer, aller voir ma maman. Mais la nuit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis sur mon nez. Je me suis couché jusqu'à 10 heures. Et quelqu'un est venu retirer tout ce que j'avais. Tout, mon argent, tout. Et le matin, apparemment, c'était une habitude à la gare de Gikroni. Quelqu'un m'a dit, Guinéen, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont montré assez. C'était une nouvelle cité qui était en construction, donc il fallait aller travailler là-bas. Donc on m'a montré là-bas, on dit, va travailler là-bas. Donc c'est comme ça l'aventure a commencé. Je suis parti, j'ai travaillé, et vu que je n'avais pas de souvenir, rien, j'avais du mal, j'explique ça de fond en comble, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça que j'ai connu Adama. Et même quand je suis venu, le moment, c'est-à-dire que je voyageais maintenant pour continuer ce périple, je l'ai trouvé, mais maintenant, il ne poussait plus. Il était devenu un peu, disons, une sorte de patron, parce que lui-même, il avait beaucoup de sarrêtes maintenant, et il lui est aux jeunes maintenant, vu qu'il connaissait mieux ce métier-là. Mais Adama, c'est une très belle personne qui m'a beaucoup marqué. Et j'y pense même, et une fois, quand je me retournerai en Guinée, j'irai d'abord au Mali, parce que c'est quelqu'un qui m'a raconté beaucoup de choses. La nuit, 2 fois, on s'asseyait sur les tables, sur la belle lune, ou quand il pleuvait, on ne pouvait pas dormir, donc on s'asseyait et il me racontait plein d'histoires. Je n'oublie pas cet homme-là. Quelque part, il m'a beaucoup marqué, ce monsieur. Après Burkina Faso, Niger, dans le livre, je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo, si vous voulez, il s'appelle Notre Soleil, par les côtes du Maghreb, voilà, Fran Kourouma, aux éditions Samsa. D'ailleurs, je mets un lien cliquable dessous, mais j'en profite pour dire, tu as écrit un 2e livre et tu cherches un éditeur. Oui. Donc si jamais vous êtes éditeur et vous voulez rentrer en contact, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on transmettra toutes les coordonnées. Je sais que tu cherches pour... Tu as écrit déjà le 2e livre? Oui, c'est déjà prêt, c'est la suite de Notre Soleil. Tu dis, au Burkina Faso et au Niger, tu dis, ils obligent à réaliser des travaux qu'aucun humain ne peut réaliser en une journée. C'est du travail forcé. Le pire, c'est qu'ils nous payent en fonction de leurs envies, à prendre ou à laisser. Pendant des semaines, ça sera notre quotidien. Oui. Donc en fait, en gros, tu bosses toute la journée, puis de temps en temps, on te donne un peu d'argent, mais pas toujours. C'est un peu comme ils veulent, quoi. Oui, parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune sécurité derrière, ou bien il y a...
vu que d'abord, tu n'es pas de pays, tu n'as pas les documents qu'il faut, tu ne peux pas aller non plus à la police, donc on t'utilise et puis ils te donnent ce qu'ils veulent, quoi. Entre le Burkina et le Niger, il y a un carrefour migratoire. Oui. Là, tu dois trouver des passeurs. C'est-à-dire qu'il faut passer. Ça, c'est un mot qu'on entend souvent en France. Oui. Les passeurs, même pour la France vers l'Angleterre, les passeurs entre la Libye et l'Italie. C'est un mot qu'on a l'habitude d'entendre pour le coup. Comment tu rencontres des passeurs? Moi, mon cas, j'ai connu vraiment des passeurs, c'est quand je suis arrivé en Libye. Mais avec les autres que j'ai rencontrés, beaucoup d'autres personnes, j'ai compris. Et c'est pourquoi moi, au fait, le danger qui me guettait, c'était... Au fait, il était difficile d'y échapper. Parce que quand vous êtes dans la main d'un passeur, ces gens, ils ne sont pas que au Burkina ou bien. Ils sont, même en Guinée, il y en a qui ne bougent pas. C'est des garants, des intermédiaires, en un mot. Des gens, ils se prennent, c'est-à-dire, ils se prennent pour des facilitateurs du voyage, des connaisseurs. Vous leur donnez de l'argent, ils ont des contacts, ils établissent des contacts. Chaque fois que vous voyagez, vous arrivez à un endroit, eux, ils ont déjà envoyé le quota qu'il faut. Pour bouger de là aussi, pour partir, ils ont envoyé aussi un quota. Donc, si vous, eux, par exemple, ils vous disent, vous payez 1 200 €. Donc, à chaque étape du voyage, ils ont envoyé le quota qu'il faut aux autres passeurs qui sont là-bas. Donc, vous le payez aussi. Mais sauf que, ce que j'ai remarqué, un Libyen, un vrai Libyen, ne sait pas vraiment vendre un noir. Parce qu'il faut le dire. Parce qu'il va le vendre comment? Il n'y a pas de banque où il faut virer de l'argent, tout. C'est souvent nos propres frères qui travaillent avec eux, qui sont des mèches avec eux, qui leur montrent la façon d'exploiter et qui ont même des numéros, ces passeurs. Et ces Libyens, quand ils veulent récupérer de l'argent, c'est-à-dire quand ils revendent quelqu'un, tout, ils te mettent dans une prison, par exemple, où il faut payer ta libération, tu ne veux pas aller travailler comme esclave. Pour ça, il faut qu'ils passent, c'est-à-dire ils se servent de ces passeurs-là pour envoyer de l'argent dans votre pays. Et ce qui est dommage, même des fois dans les ambassades, ces passeurs-là ils travaillent même dans les consulats. Oh là là, tout est vérolé, quoi. C'est que oui, tout est gangréné. Tu fais appel au consulat pour te faire sortir. Si le bandit qui t'a pris, qu'on appelle là-bas les Asma Boys. Là, tu parles de la Libye, avec la vente aux esclaves. Oui. C'est toi qui dis ça comme ça. Tu dis, oui, c'est une vraie vente aux esclaves. Oui, quoi. Un exemple comme ça. C'est que, pour vous dire que les passeurs-là sont tellement véreux, si vous partez vers le consulat, ils vont dire, OK, il n'y a pas de problème. Ils vont choisir, c'est-à-dire, ils vont dire, d'accord, ils vont demander à cet arabe-là, vous voulez combien pour sa libération? Lui, il va dire 1000 dinars. Disons, raison 6 millions de francs guinéens, c'est-à-dire 600 €. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va dire à tes parents là-bas, il demande là-bas 1 200 €. Il a doublé. Ah là là! Vous voyez le rôle des passeurs? Ah là là. Ils sont tellement véreux. Ils se font payer par ta famille pour te libérer, alors que c'est eux qui t'emprisonnent. Et supposez que vous n'avez pas de famille là-bas. C'est comme ça que certains meurent. Et souvent même, ce qui est encore malsain, s'il y a des gens parmi les passagers qui ont des parents riches là-bas, sont eux-mêmes qui signalent que lui, il peut. Ils vont vous envoyer dans les guettes à prendre, donc vous tombez dedans, dans les pièges, on vous prend, on n'a pas besoin de vos touches. Mais celui qui a les parents riches là, on lui pince, et l'arabe commence à lui torturer. Ou bien s'il y a une fille très belle, excusez-moi, mais une fille qui a ses atouts, qui n'a pas connu d'homme tout, qu'est-ce qu'on fait? Le coxeur, il veut exploiter, c'est-à-dire maltraiter cette fille-là, ou bien violer cette fille-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait genre le bon cœur. Mais c'est très difficile de comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'embarque dans un convoi à risque. Le coxeur même. Il t'envoie. Il informe les Arabes. Il y a un convoi qui part. Il y a des gens dedans là-bas. Leurs parents ont de l'argent. On te pince. On pince les gens dans ce convoi-là. Cette fille qui est là-bas,
Lui, il fait semblant de payer beaucoup d'argent pour te libérer. Bon, la fille va dire, bon, il a été gentil quand même, il m'a protégé, sauf que c'est lui. Et il vient te loger chez lui. Et souvent, ces filles-là c'est là où la maltraitance commence. Putain. Et toi, tu vas penser maintenant qu'il m'a sauvé. Non, mais quand même, il ne peut pas me faire ça. Ou bien, il y en a même qui vont se donner à ces messieurs-là, jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes. Et c'est comme ça qu'elles vont continuer le voyage. Et, ou bien lui-même, s'il sent que la fille même ne veut pas, parce qu'il y en a qui ont résisté, qui résistent, alors il te met dans un autre danger encore. Cette fois-ci, c'est les Arabes qui vont te violer. Et là, ça serait grave. C'est encore pire. Comment tu te rends compte quand tu arrives en Libye que tu es en train d'être vendu comme un esclave? Au fait, d'abord, tu ressens qu'il y a des kidnappings. Même dans la rue comme ça. Je ne connais pas maintenant. Mais à l'époque... C'était quand, toi? Là, on est en... Moi, c'était en 2016. 2016-2017. D'accord. J'étais là jusqu'au début 2017. D'accord. Donc, c'est que le noir, c'était comme une antilope dans un... C'est-à-dire dans un milieu où il y a tellement de prédateurs et tu te retrouves là, le premier à tomber sur toi, quoi. Ils te prennent directement, ils vont te mettre dans un garage ou bien dans une maison inachevée. Ils vont te dire, call your family. C'est-à-dire, il faut appeler ta famille pour avoir de l'argent, tout. Ou bien, si tu ne fais pas cela, il y a d'autres encore qui ont des chantiers de construction. Ils vous vendent à ceux-ci pour aller travailler là-bas. Ah là là. Donc, quand ils vous vendent à ces gens-là, ceux-ci vont vous faire travailler. Ils vont vous dire, bon, on va vous libérer pendant 6 mois. Si vous tombez sur les gentils, après 6 mois, ils vont vous dire, allez, barre là. C'est-à-dire, partez. Mais s'ils ne sont pas gentils, vous travaillez là-bas encore, et aussi, ils vont finir encore, ils vont vous revendre à d'autres. Ah là, donc ça ne se termine jamais, quoi. Donc, ça ne se termine pas. Mais dans tout ça, ce qui m'a étonné, que dans une prison européenne, quand je dis une prison européenne, pourquoi une prison européenne? Une prison subventionnée par l'Union européenne, en Libye. Ah bon? C'est-à-dire des gens qui travaillent là-bas sont payés par l'Union européenne. Ils sont censés de récupérer les gens dans la mer, leur mettre dans ces prisons-là, et puis ça ne devrait même pas être appelé prison, et puis leur rapatrier dans leur pays. Mais sauf que les plus grands convois sont réalisés là-bas. C'est que l'Union européenne, nous on disait dans notre jargon, engraisse ces gens-là pour qu'ils puissent empêcher les gens de voyager, mais ce sont eux-mêmes qui font les plus grands convois. Quand on entend des convois de 300 personnes, c'est organisé par ces gens-là. Et c'est dans ces prisons-là encore que les gens viennent chercher des gens, c'est-à-dire viennent chercher des gens, et sont ces geôliers-là qui revendent des migrants à ces personnes-là, comme esclaves. C'est comme ça, ça a été mon cas. Toi, tu étais en prison? Oui. Ça ressemble à quoi? C'est des prisons qui sont plutôt... vous êtes nombreux dans les cellules? Vous êtes chacun dans une cellule seule pendant longtemps? Ah non, mais c'est inhumain. C'est pourquoi je dis c'est pire. D'abord, notre vidéo se trouve sur YouTube. Je ne connais pas le nom, mais c'est la première fois qu'il y a eu... quand les organismes internationaux sont venus nous visiter. Au fait, la première fois, on nous a envoyés dans une grande salle. On était des centaines là-bas. Mais vraiment, c'est difficile. Non, mais on ne peut pas mettre en temps normal, même les animaux là-bas, quoi. Là où on était. Et les projectiles sur nous comme ça toute la nuit. C'est ce qui même... Parce qu'il y en a qui n'avaient pas l'habitude de dormir sous des lumières comme ça. Et j'en connais plein qui tombaient malades, qui avaient des problèmes de santé à cause de ça. Et la nourriture encore, je ne vous explique pas comment ça se passe. C'était autre chose. Très chaud quand ça vient. On dit... Nous, on s'assied 6 autour d'un petit bol. Et des fois, vous n'avez même pas une poignée. Il y a moi, j'étais très petit, donc du coup, même, ils me poussaient comme ça, là. Oh la vache. Et avant même que tu ne t'apprends... Et aussi, si tu ne veux pas sortir, ils ont des tuyaux avec des tuyaux de canalisation, là, pour l'eau. Ils ont ces tuyaux-là. Comme des lances incendiaires? Oui, ils vous tapent avec ça. De sortir vite, et puis rentrer. Tuyaux d'arrosage? Les geôliers qui sont... Oui, tuyaux d'arrosage. Non, mais c'est plus gros. Je parle des tuyaux vraiment qui sont gros. Donc, ils sont là aussi, ils vous tapent avec ça. Et puis, vous courez, vous partez. Moi, j'étais très petit. Heureusement, j'ai eu la chance que j'étais avec Barry. Vraiment, je le dois à la vie. Parce Barry, c'est un ami? Oui, c'est un ami. On était en Ton ami d'Allemagne? Oui.
Et c'est lui qui, de fois, quand il avait parce qu'il est grand de taille aussi, il prenait quelques poignées, il mettait dans son drap. Et quand on rentrait, c'est ce qu'il me donnait. Parce que moi, j'étais malade, j'étais complètement affaibli. Et puis, j'avais aussi des boutons partout. Et il disait que je sentais mauvais. Donc, du coup, et puis, j'étais trop petit. Des fois, il me donnait des coups. Quand je m'assois, il me donne des coups. Quand je tombe, le geôlier aussi derrière me tapait aussi avec ce tuyau-là. Donc, du coup, des fois, même quand on pousse les gens à sortir, je dis, je ne veux pas sortir. Mais les gens étaient pressés. Si je suis devant, ils vont marcher sur moi. Donc, j'étais obligé encore de sortir. Et ne rien gagner encore, me retourner. Et c'était comme ça. Et ça a été pire quand on nous a envoyés encore. On nous a pris dans la grande salle. On nous a envoyés dans les micro-séries, cellules encore qui se trouvaient là. Et là, je dirais, on était paquets même, quoi. Tellement que c'était difficile même. Il n'y avait pas de place pour se coucher même. On était tous comme ça. Soit tu t'arrêtes comme ça, ou bien soit tu t'assois. Tu n'as pas de place. Tu quittes là-bas, quelqu'un d'autre s'arrête. C'est comme ça on était. Et nuitamment, on en venait toujours acheter les gens. C'est fou. Tu vas te faire acheter à un moment donné? Oui. Comment ça se passe? C'est quelqu'un qui vient qui dit lui? Non, mais un monsieur est venu. Il a dit j'ai besoin Malara. Malara, ça veut dire ici un maçon qui cherche les maçons et les peintres. C'est le code, quoi. Et donc, le geôlier est là. Il demande qui est Malara parmi vous, qui est maçon parmi vous. Et il y a des gens qui vont monter des mains, il dit comme ça, oui. Et moi, à chaque fois qu'on venait acheter les gens, je sortais et dis qu'est-ce que je vais faire avec lui? Parce que petit, autant que tu sortes, quoi. Oui, petit, tout. Et puis avec tout ce que j'avais sur mon corps, il est malade. Chaque fois qu'il venait acheter les gens, on dit non, barre, allez, quitte ici. On voulait toujours des colosses, des personnes grandes de taille, voilà. Et un jour, ils sont venus acheter les gens pour aller travailler. Barry a levé la main. Barry a dit, moi, je veux aller. Mais à condition, je vais avec mon frère. Je ne vais pas l'abandonner ici. Il est malade. Et je préfère travailler double. C'est-à-dire, si je dois travailler 6 mois, je préfère travailler 12 mois, mais pour pouvoir aller avec lui. Je ne vais pas l'abandonner. Il m'a touché. Parce que Barry, je l'ai connu en Libye. Je ne l'ai pas connu en Guinée. Mais c'était vraiment un frère. Le sens vrai frère, quoi. Et on a dit, d'abord, on l'a beaucoup bastonné là-bas avec, mais qui es-tu pour décider? Et d'ici, c'est ça, je vais nulle part. Et on lui dit, tu vas aller. Il part une journée, parce qu'on lui a obligé, on lui a vraiment tapé dessus. Moi, je lui ai dit, vas-y, Dieu est grand. Il est parti, il a travaillé. Et après, bon, c'est un beau gosse, hein. Il est très bien arrêté. Apparemment, la femme du patron avait commencé à faire des yeux sur lui. Et donc, lui, il a dit maintenant à la dame, s'il te plaît, j'ai mon frère là-bas, essaye de faire en sorte que le patron l'achète aussi pour qu'il vienne ici. Il va laver vos tapis, tout. Et lui, il a étudié. Il pourrait peut-être aider vos enfants aussi. C'est comme ça. On est revenu après, on m'a acheté 900 dinars. Parce que quand on a dit 1200 dinars, mais il a dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre avec lui? Il ne sait pas travailler, il n'est pas colossal, je ne vais rien faire. Mais c'est comme c'est madame qui me demande de l'acheter, je vais faire. Putain, il t'a acheté? Il m'a acheté 900 dinars. Après, je suis arrivé... C'est fou de se mettre un prix comme ça. Barry a commencé à travailler et moi aussi. Au fur et à mesure, de fois aussi, je faisais les devoirs de ses enfants. C'est comme ça, petit à petit. Après, il voulait nous séparer parce qu'il voyait toujours que Barry était tellement attaché à moi. Il voyait une certaine complicité, tout. Mais là, j'ai dit à Barry, il faut qu'on s'échappe. Il m'a dit, OK, il y a d'abord un plan. Et moi, j'ai préparé le plan. Une nuit, on s'est échappé, on est parti au bord de la mer. T'es vendu 170 €. Voilà. Ça paraît complètement improbable. Tu te rends compte? C'est fou, quoi. On a du mal à l'imaginer. Mais ce qui me fait mal, le travail qu'on va faire après. C'est ce qu'ils vous demandent. Oui, ce qu'ils nous demandent de faire. C'est que vous êtes... C'est ce qui m'a étonné, quoi. Au fait, je suis musulman, pratiquant. Et il y a toujours le mot, tous les musulmans sont des frères. Et on était sur un musulman. Un frère aussi. Il me voyait prier. Quand il était l'heure de la prière, il nous voyait très bien.
qui se permettent de cracher sur mon visage de la sorte, de nous donner des coups de pied, de nous bastonner deux fois, juste parce que violenter, on n'a pas juste fait comme lui, il voulait quelque chose. Ou bien on n'a pas fait le boulot rapidement, ou bien on veut se reposer un petit peu pour pouvoir recommencer. Et même ces enfants, je ne dis pas que... Vous savez, je n'aime pas généraliser. Bien sûr. Eux, tous les Libyens ne m'ont... Parce qu'il faut vraiment que je dise ça. Ce n'est pas tous les Libyens qui m'ont fait du mal. Franchement, il y a une minorité qui exploite les gens. Un réseau mafieux détenu par des personnes, des groupes de personnes qui exploitent, qui maltraitent, qui utilisent les gens pour pouvoir gagner de plus. Et je parle de ces gens-là. Bien sûr. Et ce monsieur, j'étais en face de lui. Je le regardais deux fois. C'est pourquoi quand je suis arrivé en Europe, quand tu parles avec quelqu'un, regarde-moi quand je te parle. Ah, il te disait ça? Ben eux, tu regardes. Pourquoi tu me regardes? Quand je te parle, baisse la tête. C'est vrai? Hop. Donc, oh là là. Quand des fois ici, quelqu'un me dit en Europe ici, c'est un manque de respect quand tu me parles, tu ne me regardes pas dans le visage. Des fois, j'ai envie de faire comme les Européens aussi. Je dis à mon enfant, regarde-moi quand je te parle. Je pense à ça, je dis, n'importe quoi. Après, il dit, papa, c'est quoi? Je dis non, parce que je ne suis pas prêt à leur partager cette histoire-là. Voilà. Vous dormez chez ce monsieur qui vous achète ou vous retournez pas en prison après quand il vous achète? Oui. Vous dormez où? La nuit, quand vous travaillez, soit les chantiers où vous êtes là, ils vous mettent dans une sorte de magasin inachevé, là, ils ferment, ils partent. Oh là. Ou bien deux fois, il y en a, par exemple, si vous devez partir travailler chez lui, des nettoyages, tout, vous terminez son garage. Souvent même, c'est là-bas qu'on nous mettait. On vous met là-bas. Et des fois, vous avez le chien à côté qui passe toute la nuit à aboyer, tout, avec ses merdes, tout. Vous restez... Et deux fois aussi, le jour même qu'on s'est échappé, c'est parce que mon plan était que le jour qu'on va nous envoyer dans sa poulailler, quoi, il y avait une petite poulailler là, tout. Donc, et quand il nous a mis là, j'ai dit à Barry, cette nuit, il faut qu'on s'évade. Donc, c'est que tous les coins où on ne peut pas supposer amener les gens, c'est là où ils te mettaient. Parce que, qu'est-ce qu'il disait souvent, notre maudit, il dit, vous les Noirs, vous êtes comme Kharouf. Kharouf, bon, j'ai cherché après, c'est un peu l'équivalent de... Vous êtes comme une vache, quoi. C'est que si on ne vous donne pas des coups, si on vous met, c'est-à-dire dans le bonheur, vous vous révoltez. Donc, il ne faut pas leur donner beaucoup à manger. Il ne faut pas leur mettre dans le... C'est-à-dire les loger dans des lieux qui les apportent du bonheur. Plus vous leur soumettez dans les choses, plus ils se soumettent. Mais dès que vous leur donnez une toute petite liberté ou bien un tout petit bonheur, ils vont commencer à se révolter. Si jamais tu t'étais enfui et qu'ils t'avaient attrapé, parce que j'imagine tous les jours, dès que tu arrives, tu regardes, machin, tu dis tiens, je vais m'enfuir, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Oui, une fois, c'était pas ce monsieur-là, mais une fois, on s'est échappé d'un campo. C'est là où on nous a donné chacun 150 coups sur la plante des pieds. Et moi, en plus de ces coups-là aussi, le monsieur, il a pris une brique, il m'a tapé la tête avec. Parce que tout le monde disait que c'est moi qui ai élaboré le plan de s'échapper, quoi. Et c'est ce jour-là, pour la première fois, quand on finit de te taper c'est-à-dire dans la plante du pied, tu finis, tu pars, tu fais pipi, il y a le sang. Putain. Tellement la douleur, voilà. Elle était forte. Parce qu'on t'attache, et puis on fait monter le pied. Et puis, il y a 4 costauds qui te tiennent. Et il y a un qui va tenir le pied. Et ils ont les tuyaux comme ça. Et ils te tapent dans la plante des pieds. Ils te tapent là-bas. Ils te tapent jusqu'à ce que le nombre de coups désignés soit. Et donc, un jour, on s'est échappé. Et c'est comme ça qu'on nous a... Après, il nous a dit, la prochaine fois que vous vous échappez, chacun une balle dans les cuisses. Et puis, je vous envoie en Europe. Parce que quand ils tirent sur vous, s'ils ne veulent pas que vous, c'est-à-dire vous mourrez, si cela coïncide à une pousse, c'est-à-dire un convoi, ils vous mettent dedans, en Europe, là-bas, on va vous soigner. Mais s'il n'y a pas de convoi, vous mourrez, parce qu'ils vous abandonnent là-bas. Il y a des amis qu'on a enterrés comme ça dans nos campos. Toi, tu as vu des gens mourir? Oui, on a enterré des amis. On avait même, souvent même on dit, on avait ce code-là, quand il y a des nouveaux qui venaient dans le campo, on dit,
Man, si tu veux t'échapper, viens là. Quand ces nouveaux-là viennent avec moi, on dit, compte. Ils comptent les tombes. J'ai dit, bon, voilà ceux qui se sont échappés. Et ils sont partis. Souvent même, on nous montrait, on avait, pour rire souvent, dès qu'il y a un nouveau qui disait, man, comment on peut quitter ici, hein? Moi, je ne peux pas rester ici. Je ne suis pas venu pour ça, man. Je ne peux pas aller travailler. On dit, ah bon, tu veux t'échapper? Ok, viens. Compte. Il va compter. On dit, voilà ceux qui se sont échappés. Comme ça, c'est... Ça te matrix, oui. Ça te met dans un mood qui ne te donne pas envie de t'échapper, du coup. C'était un peu aussi pour rigoler entre nous, mais imaginez, ça fait quand même, voilà, comment on était... C'est fou. Un jour, tu es esclave en Libye avec ton ami, et tu te dis, ok, c'est demain, on s'évade. Comment vous vous évadez? En fait, cette nuit-là, parce que souvent, il ne nous donnait pas à manger, il faisait des choses, des fois, il préparait des trucs. Même quand il donnait à son chameau, il ne mangeait pas. Mais c'est ça, il venait nous donner des fois. Et moi, j'avais la chance d'aider sa fille dans des petits cours, tout. Et cette nuit-là, souvent, elle nous envoyait des petits plateaux. Et vu qu'il ne nous a pas mis dans le garage, parce que le garage, dès que tu touches à la porte, ça fait énorme bruit. Et il y a le chien. Ah, il y a une alarme. Non, il n'y a pas d'alarme, mais c'est que... C'est bruyant, quoi. Oui. Et en plus, le chien aussi. Dès que tu commences à marcher dans... Déjà, il y a la lumière toute la nuit. Le chien commence à aboyer. Donc, on ne pouvait pas dans le garage. Mais dans cette poulailler-là, on pouvait, parce qu'il n'y a pas de bruit ni rien. Et donc, sa fille, ce jour-là, elle est venue. En fait, on avait tourné le crochet, quoi. On avait beaucoup tiré, on avait tourné. Et donc, elle a pensé, quand elle partait, vu que maintenant il y avait la confiance, j'ai dit, ok, je vais fermer. J'ai pris comme ça devant elle, j'ai mis dedans, mais j'ai juste mis à côté. J'ai fermé, elle est partie. Ah, t'as fait semblant de fermer? Oui, elle est partie. J'ai dit, Barry... C'est ce soir? Non, j'ai dit, c'est maintenant. Mais il ne fallait pas attendre, parce que son papa venait souvent la nuit encore pour vérifier. Oh là, parce qu'il faut arroser, des fois, il venait vers 0h, tout comme ça, arroser les plantes, tout. Donc, on est parti. Putain. On est parti dans un autre campo au bord de la mer, et là encore, on a commencé à travailler, vu qu'ils n'ont pas le droit de quitter d'un campo à un autre campo pour aller fouiller. Ils n'ont pas le droit. Entre eux, là-bas, ils peuvent même se bagarrer même à cause de ça. À moins que celui du campo voit qu'il y a des nouveaux, mais c'était un grand campo. Donc, on est parti dans un campo où on était à l'air libre, donc on ne peut pas fouiller et regarder tout le monde. Donc, c'est là où on est resté. Et c'est là où aussi j'ai été, parce qu'après la prison, Barry et moi, on s'est quittés parce qu'on était à Tripoli. On nous a envoyés à Tripoli. De Tripoli, maintenant, lui et moi, on ne s'est plus vus. Donc, lui, il est rentré en Europe avant moi. Moi, je suis resté encore 3 mois après, en Libye. J'étais avec un autre moudir, mais cette fois-ci, qui était gentil. C'est pourquoi j'ai dit même que ce n'est pas tous les Libyens qui sont mauvais. Il y a quand même tout un système mafieux qui a été organisé autour des migrants, quoi, sur l'organisation, sur tout ça. C'est fou. Hein. Oui, mais ça existait. Hein. Ce qui m'étonne, que ça n'a jamais fuité dans les infos, sur les médias, tout, pendant même que Kadhafi vivait. Or, après la chute de Kadhafi, c'était pire. Mais ça n'a jamais fuité. C'est à la dernière minute, après que nous sommes rentrés, que j'ai vu que cette dame des États-Unis, une journaliste qui venait de là-bas, a publié. Mais ça existait il y a très longtemps. Je me posais même la question, pourquoi il faut attendre tant d'années, après tant d'exploitation, après tant de cruauté sur les gens, pour pouvoir maintenant montrer ça aux gens? Il n'y avait pas des journalistes qui venaient dans les prisons pour montrer? Il n'y avait personne qui montrait ça? Exactement. Nous, on est rentrés en prison le lendemain de l'affaire de Tabaski. Parce que j'ai des références, parce que je n'ai pas la notion, on n'avait pas de smartphone, tout. Ouais, mais pas d'heure. J'ai des références, par exemple, l'affaire du mois de Ramadan 2016 m'a trouvé en prison, à Ben Walid. Et la fête la fête de Tabaski en 2016 m'a trouvé en prison aussi, mais cette fois-ci à Zawiya 4. Et le lendemain, il y a les gens de l'OIM qui sont venus.
des gens de... Il y a beaucoup d'organismes qui sont des caméramans, des écrivains. Mais avant qu'ils ne viennent, on est venu nous dire nuitamment, il ne faut jamais dire ce qui se passe là. Oh là là. Si vous dites ce qui se passe là, le lendemain, ça va être pire pour vous. Parce que si vous dites tout ce qui se passe là, l'Union européenne ne va pas continuer à nous subventionner, à envoyer de l'argent pour que nous travaillons bien. Ils vous disent même, comme ça, si vous dites qu'on vous accueille très bien, on fait tout ce qui est bien avec vous, l'Union européenne va envoyer beaucoup de l'argent, on va acheter des matériaux pour vous, on va vous donner beaucoup de nourriture. Vous voyez déjà, c'est 6-6, on va vous mettre 3-3. Mais c'est pour juste ce jour-là. Et ces caméramans, avec des visites guidées, ceux qui sont très mal, c'est-à-dire maltraités, ceux qui sont blessés, ceux qui ont des balles dans les jambes, dans les pieds, on les met dans une autre... À côté, on ne les montre pas, on les cache. Maintenant, ces gens-là, avec les visites guidées, c'est ce qui me fait mal quand j'entends certaines données, ou bien certaines affirmations, ou bien certains trucs sur les migrants, tout. Je me demande comment ils ont eu ça, dans quelles circonstances, parce que nous étions là. Et ces gens vont venir, ils vont vous filmer. Vous souriez, vous forcer. Et on vous pose la question. Quelqu'un est désigné, il va dire, ouais, on est bien accueillis, ils sont très bien avec nous. Et on ne va jamais parler du système mafieux qui se passe là. La vente des gens dans ces prisons. C'est-à-dire les convois que ces jolis-là même organisent en mèche avec les coxers. On ne va jamais parler de tout ça. Et ils vont filmer tout ça. Après, ils vont mettre sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je dis souvent, ces journalistes, ces organismes ne se rendent pas compte des dangers. C'est-à-dire, tout ce que, à cause de leur venue, combien de personnes mouraient même à cause de ça, qui osaient dire la vérité, qui voulaient sortir de ce système pour dire la vérité. Ils ne se rendaient pas compte. C'est que eux, ils faisaient à ces gens-là. Après, ils vont aller publier des choses. Ouais, on a fait ceci, on a fait cela. Mais la réalité, c'est autre chose. Quand tu parles de la traversée en bateau, comment ça se passe? Tu payes ton billet, tu sais où tu arrives en Italie, ou est-ce qu'ils te disent rien, ils te disent c'est demain, c'est à telle heure? Comment ça se passe? Bon, moi, j'ai eu plusieurs traversées, plusieurs tentatives qui n'ont pas réussi. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as été arrêté par les gardes-côtes? Non, en fait, on décide, bon, demain, on vous lance, vous êtes prêts, tout. Et du coup, pour la première fois, la nature avait changé. C'est que... La nature? Oui, c'est que la météo, quoi. Ah oui. Parce que quand il pleut sur la mer, ou bien quand il y a trop de vent, il y a les vagues. Quand on dit que, oui, la météo n'est pas bonne, cela veut dire qu'il y a des vagues sur la mer. Parce que souvent, avec les bateaux, il y a des naufrages. Donc, et on disait souvent, c'est des jours à risque. Donc, ça a tombé sur ça. Mais pour les négociations, c'est toujours, il faut passer par un chaman, c'est-à-dire un coxer. Il faut lui payer. C'est-à-dire, soit deux façons. Ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait comme nous, par exemple, qui ont leurs parents au pays, qui payent via un coxer là-bas, qui est présent au pays là-bas, qui va aussi prendre sa part, envoyer aussi. C'est-à-dire... Ils vont voir tes parents, ils donnent de l'argent, ils envoient. Ben, et ils sont au pays. Ils vont dire à tes parents, venez à tel endroit, donnez l'argent à tel... C'est un réseau. C'est un réseau. Il y a ces ramifications partout. Donc, du coup, de là, vous êtes pris, et votre argent est pris, et puis on envoie. C'est-à-dire le peu qui va arriver là, le coxeur aussi qui est là-bas, va prendre sa part, et il va donner le part de l'arabe, qui est le moudir, le patron, qui vous fait traverser. Parce qu'un noir ne peut pas faire traverser, voilà, quelqu'un dans le pays libyen. Vous voyez un peu? En Libye, ils ont bloqué... Oui, c'est que le dernier bloc, c'est des Libyens. C'est des Libyens. Mais vraiment, eux, ils reçoivent peu, hein, mais vraiment peu. Combien tu payes? Donc, mais moi, nous, on a travaillé. J'ai beaucoup travaillé, j'ai commencé à aller... Bon, eux, ils appellent les grands carrefours qu'on appelle Tchad. Je partais au Tchad pour attendre, pour faire autostop, comme on fait en Belgique aussi, à Uzer. Je faisais des autostops, et puis après, on nous prend. Parce que là-bas, à Tripoli même, on peut travailler, et puis on n'est pas à l'abri du danger tant qu'on ne parle pas dans les banlieues. Donc, c'est comme ça. Je partais travailler petit à petit, et jusqu'à ce que j'ai eu la chance d'avoir un petit sou.
Et avec ce petit sou-là encore, j'ai eu la chance de tisser un bon lien avec un autre Libyen qui était super gentil. Je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait m'aider à me retourner dans mon pays. Ah oui? Ou bien en Algérie, ou bien en Tunisie. Tu voulais rentrer à un moment donné? Oui, je voudrais rentrer. Parce que mon objectif, comme je le dis, je voudrais venir en Europe, mais pas de la manière. Il m'a dit, ah, Moudir, je ne peux pas, mais tu as beaucoup fait pour mes enfants. Tu viens travailler ici, et puis des fois aussi, tu les aides dans les devoirs, tout. Tu es très gentil, et surtout, tu es vilain. J'ai rigolé. Pourquoi il dit ça? C'est très important. Et tu es vilain, parce que depuis que tu es là, je n'ai pas de problème avec mon épouse. Parce que quand on envoie les jeunes beaux gosses et autres, là, je n'aime pas leur prendre du travail. Je connais les yeux de mon épouse, donc du coup, mais depuis que tu es là, je sens toujours que, voilà, tu es à la maison, tu travailles, tu comprends les gens, tu aides les enfants pour les devoirs. Ouais, il t'apprécie. Il m'a payé, mais il m'a honnêtement payé comme il le faut. Et il m'a dit que j'ai quelqu'un que je connais. Et lui, il fait traverser les gens. Peut-être que je vais te mettre en contact avec lui. Il m'a mis en contact avec ce dernier. Et celui-ci n'avait pas beaucoup de gens à l'époque, quoi. Il avait vraiment... C'est que son business était en train de tomber. Je lui ai donné des conseils. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas maltraiter les Noirs. Il faut aussi diminuer le prix. C'est-à-dire, il faut rentrer en contact direct avec les clients, c'est-à-dire les migrants. Il ne faut pas passer par un coxeur parce qu'il va, lui, rendre le problème plus grand. Donc, il ne faut pas passer par un passeur. Va directement vers eux. Tu vas voir le prix, tout. Donc, je lui ai donné ces conseils-là. Et dans son campo, vu que lui, il était bien accueillant, bienveillant avec les gens, tout, il ne maltraitait pas les gens, il y avait beaucoup de migrants qui sont partis là. Donc, il fallait traverser les gens. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'ai dit, non, je ne veux pas cet argent-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je faisais? S'il me demandait chaque fois, s'il va me donner de l'argent, je dis non. Prends 10 personnes. Pour ceux qui n'ont pas de l'argent, il faut leur faire traverser. C'est comme ça que je faisais traverser. Il y a même une folle là-bas, une dame, elle a été tellement maltraitée, elle était devenue folle, elle était abandonnée partout. Je lui ai dit, prenez-la, attachez-la, mettez-la pour qu'elle traverse. Parce qu'elle ne pouvait pas se retourner. Donc c'est comme ça que j'ai aidé certains. Surtout beaucoup d'amis qui m'ont aidé aussi dans la prison. C'est comme ça que j'ai libéré d'autres personnes. Et après, moi aussi, j'ai décidé, vu qu'ils ne pouvaient pas me retourner dans mon pays, ils n'avaient pas ce moyen. C'est-à-dire, la seule voie qui s'ouvrait, c'était la Méditerranée. Donc, voilà, j'ai fait la traversée. C'est combien de temps de traverser? Ça dépend des endroits. Tagura, c'est 6 heures. C'est un des côtés de la Libye. C'est 6 heures. Bon, le lieu plus proche de l'Europe, c'est Zouara. Et nous sommes passés vers ça que vous quittez dans l'eau libyenne, vous tombez dans l'eau tunisienne. Et de là, c'est très proche. Lampedusa directement. Donc, vous passez. Et nous sommes passés vers là. C'est pourquoi, avant, la Tunisie ne faisait pas de traversée. Mais comme ils ont compris ce système-là, que tous les Libyens viennent là, et la majorité des corps même, des naufrages qui ont lieu, beaucoup de corps sont enterrés en Libye? Non, en Tunisie. Donc, la partie frontalière, là, parce que Zaouia n'est pas loin de Zouara. Zouara n'est pas loin de la Tunisie. C'est vraiment frontalière, quoi. Des villes frontalières. Donc, c'est là où nous, on a été lancés. Donc, nous, au maximum, c'est 3 heures, si le capitaine ne se perd pas. Mais des fois, ça arrive que le bousselier, c'est un faux bousselier, il ne connaît pas. Mais il voulait tout simplement parce qu'il n'a pas d'argent. Parce que bousselier et capitaine ne payent pas. C'est quoi bousselier? C'est celui qui détient la boussole, qu'on appelle bousselier. Là. Ah, ok. C'est un nom qu'on lui a donné, qui détient la boussole. Ils sont avec une boussole sur la mer? Pour guider le capitaine, pour dire on doit aller comme ça. Il n'y a pas de GPS, il n'y a rien? Non, rien. Donc, il y a une grosse boussole qu'on lui tend. On lui dit, bon, c'est comme ça. Des fois, même, c'est bizarre, même ces boussoles-là, en voyant, donc, du coup, on lui tend. Des fois, c'est des gens, ils ne connaissent même pas, mais si tu n'as pas d'argent, on te propose ça pour te... Tu dis directement, oui, je connais la boussole. Et c'est souvent ces gens-là aussi qui commettent des erreurs. Et ces erreurs-là aussi, c'est-à-dire ils font que des gens, ils font des naufrages dans la mer. Vous êtes combien sur un bateau? Il y a des bateaux jusqu'à 300 et quelques. Mais nous étions 130 personnes. Dans un bateau qui, normalement, devrait prendre 110, 100 comme ça. Oh là là. Donc, il y a toujours des surcharges. Et ces surcharges-là, souvent,
amène souvent à des naufrages. Parce que les naufrages sont causés, c'est-à-dire ont beaucoup de causes. D'abord, c'est-à-dire si le coxeur ou le caman n'a pas bien négocié avec, à payer, c'est-à-dire n'a pas payé beaucoup d'argent. Donc du coup, le Libyen ou bien le Soroka va aller acheter des matériels vétustes qui ne sont pas de la bonne qualité. C'est que vous partez, il y a une grande probabilité que le moteur se gâte en route, ou bien le gonflable là, voilà, ou bien le gonflable qui a été utilisé, c'est-à-dire qui a été utilisé et qui a été acheté dans la main des marins qui attrapent les gens sous la mer. Donc, qui a été déjà utilisé. Donc, vous voyez le danger. Les bateaux, ils font des allers-retours. Non, en fait, quand... Oui, ils rachètent aux marins. Ouais. Oui, les mêmes marins qui sont censés de bloquer les gens. Il y a des coxeurs qui vont acheter le matériel encore, qu'ils prennent eux-mêmes sur la mer. Ils vont revendre à ces coxeurs-là encore. Donc, si les matériels sont vétustes, ou bien, si c'est des jours à risque, mais le coxeur veut que les gens partent, il veut que les gens partent. C'est des jours à risque, il y a des naufrages. Ou bien, s'il y a trop de surcharge, on entasse les gens, mais énormément. Moi, par exemple, ma place, j'ai eu la malchance. Là où je me suis assis, il y avait des clous, des vis. Ces vis sont très longues. Et j'étais obligé de m'asseoir dessus. Parce que là où je devrais m'asseoir, c'était vraiment ça. Et quand, à un moment donné, cette vis-là a percé ma culotte, c'était comme si j'étais assis sur un foyer de feu. La douleur, ça remontait de plus en plus. À un moment donné, je voudrais vraiment que ma vie s'arrête là. Et ce qui est grave encore, quand tu cries, il y a des gens sur les bords qui te donnent des coups de te taire. Parce que si tu fais trop de bruit, les marins vont entendre, ils vont venir vous prendre. Donc, c'est comme ça. Souvent même que quand certains bateaux, on dit il y avait 2 morts dedans, ou bien 3 morts, ou bien 6 morts. Parce que ceux qui sont assis au milieu là, s'ils sont dans cette même situation, parce que claustrophobie ou bien aquaphobie, tout, ils ont des problèmes et du coup, ils meurent. Il ne faut pas que le moteur tombe en panne, sinon vous êtes mort aussi en plein milieu. Ben oui, l'essence aussi, des fois, on ne met pas assez d'essence aussi. Donc il y a tout ça. Ou bien soit l'essence se verse dans la pirogue. Ça, c'est encore grave. Parce que si l'essence se verse dans la pirogue, il y a un mélange acide. C'est-à-dire, l'essence là et l'eau de la mer, quand ça devient un acide qui gomme les gens, la peau des gens. Et ça, c'est encore... Ça fait très, très mal. Donc, imaginez tous ceux qui sont assis dedans. S'ils décident de se lever, c'est la pirogue qui va se casser en deux. Parfois, les passeurs font comme si les bateaux étaient bien arrivés pour rassurer les gens, alors qu'en fait, ils se sont perdus en mer, ils ne sont jamais arrivés. C'est ça encore le deal. C'est que, d'abord, ça commence par l'arabe. Même quand vous faites le naufrage, ils ne viennent pas directement dans les campos pour informer qu'ils ont fait des naufrages. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire qu'ils sont tous rentrés. Parce que s'ils disent qu'il y a un naufrage, on ne va pas leur donner l'argent. Parce que le deal, c'est quoi? Dès que vous payez en 2 tranches, une partie jusqu'au départ. Quand ils rentrent, je paye la dernière partie. Donc, pour avoir cette dernière partie, ils vont courir venir dire ils sont rentrés. Et les coxeurs aussi. Il y a 2 choses qui font qu'ils ne vont pas donner l'information directement. 1, ils vont dire que ceux qui sont prêts à donner l'argent, s'ils entendent qu'il y a un naufrage, ils ne vont pas donner l'argent. Donc, ils vont garder l'information. Oh là là. Et aussi, il faut éviter encore de décourager d'autres personnes aussi qui sont dans le pays, qui sont prêts aussi à donner l'argent là-bas aussi, qui veulent voyager. S'ils entendent, ah oui, ce coxeur, il y a trop de naufrages chez lui, personne n'ira là-bas, ils vont aller. Oui. Donc, c'est pourquoi ils préfèrent dire, quand tu as un parent qui meurt, ça va durer, ça va prendre du temps avant que tu te rendes compte. Il y en a même jusqu'à maintenant, des fois quand vous parlez, il dit, mon fils, j'ai mon enfant là-bas. Ça fait longtemps qu'il est parti. Oh là là, je lui dis, mais ce n'est pas un village ici quand même. Tout le monde ne se connaît pas comme dans un village où tout le monde connaît qui, tout. Vous voyez, vous ne pouvez pas le dire. Et c'est ce qui me fait mal. Tu disais que dans ton livre, tu racontes, s'il y a un enfant qui se met à pleurer, ils peuvent le prendre et le jeter par-dessus bord. Oui, ça arrive dans les convois, parce que c'est surtout des gens qui ont... Moi, je ne l'ai pas vécu dans notre pirogue, mais ces infos-là, je les ai souvent entendues avec ceux qui sont partis, parce que la dame en question, même, je la connaissais. Et c'est pourquoi on donne même les trucs
pour endormir les enfants dans certains pays, pour qu'ils dorment, pour ne pas... Donc, du coup, ils ont tellement duré sur la mer que, ça va là, le truc là ne marchait plus. Et il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il commençait à pleurer. Et lorsqu'on a jeté son enfant, elle s'est aussi jetée dans la mer pour récupérer son enfant. Tous les deux sont morts. Donc, souvent, c'est par peur que Parce que s'il y a des bruits, ça va appeler les gens. C'est pourquoi même dans la pirogue, on n'est pas censé de pisser dans l'eau. On n'est pas censé de faire. C'est pourquoi dans la pirogue là-bas, caca, urine, tout est dedans. Mais malgré cette odeur nauséabonde, personne ne se plaint. Parce que, voilà, le danger qui nous guette en ce moment, d'abord la mort sur la mer, mais aussi qu'on soit récupéré aussi par les gardes qui sont sous la mer. Et ce qui est bizarre, les drones qui circulent. On dit souvent même ils font du mamaya autour de nous, quoi. C'est-à-dire des danses folkloriques en haut. On se pose la question, ils sont là pourquoi? Moi, je me disais souvent, est-ce qu'ils ne sont pas là pour surveiller les poissons? Parce que le lieu du débarquement, c'est-à-dire d'embarcation, jusqu'à ce que vous continuiez, il y a toujours des drones, surtout quand tu les vois, oui. On les voit. Et on sait que chaque drone, il y a toujours une personne qui surveille. Et pourquoi il faut attendre que les gens meurent? Ça aussi, c'est pourquoi je dis, le réseau mafieux, ça a des ramifications même dans l'Union européenne. Tu dis que tu espères atteindre les eaux internationales et ne pas mourir dans des eaux libyennes. Oui. Pour quelle raison? Oui, pourquoi? Parce que moi, je l'ai su quand je suis sorti de la prison. Un jour, on est venu nous chercher pour aller enterrer ceux qui avaient fait le naufrage. Et d'abord, j'ai été choqué sur la scène. Ceux qui étaient bien camouflés, c'est-à-dire qui sont envoyés aussi par l'Union européenne, qui sont payés pour ça, pour faire ce boulot, qui font des photos, tout, étaient juste là à croiser leurs bras. Et nous qui n'étions pas protégés, on dit, ce sont vos amis, donc vous n'avez pas besoin de vous protéger. Vous partez, vous voyez des gens défigurés, c'est-à-dire des gens qui ont commencé même à sentir, des gens qui ont les corps gonflés, de vous toucher un corps de fois, il y a la peau qui reste avec la main, vous les mettez dans des fosses communes, et puis c'est fini. Donc, imaginez ces gens-là. Ils ont une vie. Ils avaient une vie. Ils ont des parents. Ils ont de la famille. D'autres même sont des pères de famille ou bien des mères de famille. Ces parents attendent. Ils ne sont pas identifiés. Même les photos ne sont pas prises. Ah là là. Et c'est ça le danger. C'est pourquoi il y en a des migrants qui souhaiteraient mourir dans les eaux internationales parce que peut-être, si les bateaux européens les voient, d'abord, ils vont passer par plusieurs moyens pour vraiment démontrer qu'il y a des gens qui sont morts avant de les enterrer et peut-être les identifier pour que les parents se rendent compte. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui attendent encore, on leur dit, ah, vos enfants sont arrivés, ou bien vos parents sont arrivés en Europe, ils sont en Italie. Beaucoup attendent comme ça, mais sans savoir que il y a très très longtemps que ces gens-là sont couchés dans les fosses communes. Comment tu arrives en Italie? Est-ce que tu peux nous raconter la traversée? Donc tu nous disais la vie, ça te faisait très mal, etc. À quel moment tu vois les côtes? Comment tu débarques? Le 22 février 2017. C'est la journée, c'est la nuit? La nuit. La nuit? Vers minuit, on nous a embarqués à Zabrata. C'était sur une plage de Zabrata. On nous a embarqués. On a fait 10 heures de temps sur la mer. Et à un moment donné, on n'avait plus de carburant. Il n'y avait plus. C'était fini. On s'est arrêté. Et tout le monde pensait que c'est fini. Et le capitaine nous s'est levé et dit, bon, attendons un petit peu. Quand les vagues vont commencer, on va se rapprocher vers la Libye. Même si on préfère qu'on nous prenne là-bas. Mais il y avait une dame qui avait dit non, on préfère mourir dans les eaux internationales que de retourner en Libye, comme ce que je viens de dire. Oh là là. Parce qu'ici, au moins, on serait identifié. Elle était enceinte, hein. Elle a décidé de parler comme ça. Et on préfère mourir dans les eaux internationales que de mourir dans les eaux libyennes. Parce que la Libye, c'est l'enfer. Et on est resté comme ça. Maintenant, on était vraiment décidés. On était prêts maintenant, face à la mort. Et on savait qu'il n'y avait pas de bateau par-ci, par-là. Il n'y avait rien.
Tu es dans le noir, là? Il fait nuit? Non, c'était vers la journée. Ah oui, c'est 10 heures, oui, pardon. Parce qu'on a passé toute la nuit à Oui. parcourir, la journée aussi, on a commencé. Et du coup, on est resté là maintenant. Les gens avaient faim, il n'y avait pas d'eau. L'essence continuait aussi à faire du mal aux gens. C'est-à-dire le peu qui était versé dans la pirogue. Ouais. Et les gens qui ont déféqué, tout. Et ça, il y a des gens qui suffoquaient, qui... Voilà, ça rendait un peu... Malade, ouais. Oui, il y avait beaucoup de gens qui vomissaient aussi, tout. On était dans cette situation. Quand on est face à la mort, il y a des choses... Moins graves. Voilà, on ne prend même pas en compte, quoi. On pense à autre chose. Et donc, on est resté comme ça, à attendre la nuit, peut-être avec... parce que le compas était à sèche, c'est-à-dire la boussole était à sèche. Et le téléphone qu'on avait était à sèche. On avait appelé. Les drones continuaient à circuler, on était là. Donc, supposez que, par exemple, nous, on avait fait un accident. Les drones allaient rester à nous observer jusqu'à ce qu'on meure et prendre des photos, montrer, faire des buzz avec. Ouais, il meurt. Je me suis toujours posé la question. De pourquoi il était là? C'était un drone de quel pays? Tu peux pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais... comment les images qu'on prenne souvent là, comment ces images-là sont prises? Pourquoi attendre que le photographe continue à prendre ses photos au lieu de sauver une personne qui est en train de mourir avec son enfant? Je me pose cette question-là. Donc, et on était là, on était vraiment décidés face à la mort. Et il y a un ami, il a vu un bateau très loin. Il a crié, bateau, mes amis, il y a un bateau là-bas. On s'est tous levés. Et ce qui était drôle, on ne savait pas nager, la majorité d'entre nous, mais on a enlevé nos gilets de sauvetage. On a secoué. Et les bateaux, maintenant, ce bateau nous a vus, le bateau s'est rapproché de nous. Et c'est là que, voilà, on a été débarqués de ce bateau et puis embarqués dans leur bateau, là. Ils ont déchiré. Eux, quand même, ils ont très bien fait leur boulot parce qu'ils ont déchiré notre bateau. Ça veut dire personne ne pouvait prendre maintenant ça pour faire autre chose avec. Le moteur, ils l'ont coulé directement. Et puis, ils nous sont montés dans l'autre bateau. On est parti. Il y avait un autre bateau devant, un grand bateau commercial. On est monté, ils nous ont fait débarquer dedans. On est resté là-bas presque toute une nuit. Et le lendemain, il y a un autre bateau qui est venu. Voilà. Nous sommes embarqués dans ce bateau. C'est ce bateau-là qui nous a conduits à Siracusa, en Italie. En Italie? Oui. Et là, vous êtes pris en charge par la police italienne? Oui, ce qui était encore drôle là-bas, on arrive, on est accueillis de façon présidentielle. Il y avait des journalistes, la Croix-Rouge, l'OMS, l'UNICEF, et surtout la police qui était là aussi. Donc on était cortégés, tout. Jusqu'à ce qu'on nous a envoyés dans un grand hangar. Et de là, dans ce grand hangar, il y avait des gens qui venaient vers nous, qui nous posaient la question. Ce qui m'a fait souvent rire aussi, ceux qui prétendaient être des écrivains, tout, venaient nous poser des questions, qu'ils veulent écrire notre histoire, tout. Et voilà, nous posaient des questions, mais d'ordre un peu très gênant pour quelqu'un qui vient de quitter dans l'enfer, quoi, et qui a besoin de soins et d'autres choses en ce moment. Et après, cet hangar-là, moi, on m'a pris pour la première fois, on m'a envoyé à Brindisi. Mais vu que c'est en Italie, c'est un foyer pour les couples. Parce que j'étais avec une sœur en ce moment, j'ai dit, bon, c'est juste une sœur, elle est camerounaise, je suis guinéenne, mais on s'est connus. Vu que, bon, j'étais gentil envers elle, je l'ai aidé, tout, elle m'a pris pour son frère. Donc, il pensait que nous étions ensemble. Mais j'ai dit non. On nous avait même mis dans une même chambre, mais j'ai dit non, on n'est pas ensemble. Après, moi, on m'a envoyé à Toronto. C'était un foyer de transit. Au Toronto, je ne sais pas si c'est au Toronto ou bien Toronto, c'est en Italie. Donc, de là-bas encore, on m'a envoyé à Lecce. C'est là où je suis resté longtemps. Et c'est là où j'ai découvert un gentil monsieur aussi, du nom de monsieur Matteo, qui était très bienveillant. Et ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui m'a beaucoup touché en ce moment, par rapport au système de demande d'asile, au système d'accueil des migrants
par rapport à la Belgique, c'est que le système était vraiment un système à saluer. On avait la volonté de s'intégrer. Quand je dis la volonté de s'intégrer, on pouvait préparer dans ces centres ce qu'on voulait. Et la procédure de demande d'asile n'était pas aussi cette torture qui te met en insécurité jusqu'au jour où on va te dire dégager de tel lieu ou bien tel. Ce n'était pas de la sorte. Il y avait vraiment une structure sur place qui permettait aux migrants vraiment de s'intégrer, de surtout ne pas vivre comme des parasites parce qu'on pouvait travailler à un moment donné, apprendre aussi la langue, tout. Et on était libre à un certain nombre de choses. Et les violences verbales aussi étaient vraiment interdites, que ce soit du milieu, c'est-à-dire du côté des encadreurs, mais aussi de notre côté aussi. Donc, il fallait observer tout ça. Et on vivait vraiment aussi dans des appartements, c'est-à-dire qui sont dignes, parce que nous, on était deux dans une petite chambre. C'était un appartement, mais il y avait dans chaque chambre, il y avait deux personnes, et on avait notre cuisine, tout. Mais quand je suis arrivé en Belgique... Tu pars d'Italie de toi-même? Oui. Où tu dis, tiens, je veux remonter? Non, au fait, je parle de cette histoire-là à la fin du livre. J'ai eu confiance à quelqu'un que j'ai aidé, j'ai soutenu, j'ai accompagné dans plein de choses en Libye. C'était mon amoureuse. Et je croyais qu'elle était mon amoureuse. Mais sauf qu'elle avait autre chose en tête. Souvent, je ne rentre pas en détail parce que je la vois aujourd'hui, elle est devenue une maman, elle a sa vie, et elle a reconstruit sa vie, elle vit bien avec cette famille-là. Je dis, c'est le destin. Et je ne veux pas du tout que ces enfants, c'est pourquoi même son nom, j'ai changé, ces enfants apprennent ce qu'elle m'a fait, parce que j'ai eu confiance. Mais vraiment confiance. Oh, la notion de confiance m'était perdue il y a très, très longtemps. Mais elle, j'ai eu confiance en elle. Je l'ai aidée, je l'ai soutenue, je l'ai accompagnée. Et même, elle portait un enfant qui n'était pas de moi. Mais je l'ai soutenue jusqu'à ce... C'est pourquoi on m'a pris à Lecce. Or, j'avais déjà organisé ma vie là-bas. J'avais commencé plein de choses. J'étudiais, j'avais commencé à travailler. Et on m'a envoyé là où elle était. Parce qu'elle avait commencé à faire des grèves de faim si je ne venais pas. Elle prétendait que je suis son mari. Et c'est ce que moi, je voudrais, bien sûr. Je suis arrivé, elle a décidé qu'elle voulait qu'on parte, parce que c'est elle qui a ses parents en Belgique. C'est comme ça, je l'ai suivi. Mais le jour même qu'on est arrivé à la gare, je ne l'ai plus vue. Oh là là. En fait, elle s'est servie de toi, en gros, pour... Oui, elle m'a abandonné là-bas, elle est partie. Et de nouveau, je me suis retrouvé dans la rue. J'ai commencé ma procédure de demande d'asile avec toutes les réalités qui s'en suivent après. Mais je dis quelque part aussi, c'est sa vie. Et ce n'est pas à cause d'elle non plus que je vais en vouloir à toutes les femmes du monde. Jamais. J'ai des sœurs, j'ai ma maman que j'aime tant. Et elle aussi, je prie le bon Dieu. Surtout sur ce que je vois aujourd'hui, elle a repris sa vie, elle fait plein de choses. J'espère qu'elle va être consciente de ce qu'elle m'a fait un jour. Mais pour le moment, elle a sa vie. Tant mieux. T'as des nouvelles de ta maman au bout de combien de temps? T'en as quand t'es en Libye, etc. Ou t'en as pas du tout pendant plusieurs années? Oui, en Libye, tout, jusqu'en Italie, on ne parlait pas. Une fois, en Italie, avant de quitter, nous avons échangé. Et quand je suis arrivé en Belgique, je ne voulais pas, pendant que je souffrais vraiment, qu'elle m'appelle, parce que j'aime pas mentir à ma maman. Et j'aime pas vraiment, si elle me pose une question, je n'aime pas passer à côté. C'est pourquoi d'ailleurs même, je vous raconte une anecdote. Un jour, elle m'appelle, j'étais sans-abri, sans papier à Bruxelles. Et il y a un couple flamand. C'est des homosexuels qui m'ont pris dans la rue, qui t'ont tendu la main? Qui m'ont hébergé, oui, chez eux. Chez eux même. Et je partageais tout avec eux. Et moi, avant de venir en Europe, j'étais 100% homophobe. J'étais 100%, mais vraiment, impossible même que je vive avec eux, ou même je partage quoi que ce soit avec eux. Et là, moi, je suis dans une maison, j'ai découvert petit à petit, ah ouais, c'est deux hommes qui sont mariés. J'avais du mal à prier dans leur maison. Je sortais souvent parce que j'étais à Forêt, je partais prier là, il y a une dame qui m'a dit, monsieur, on ne fait pas ça chez nous ici, hein. C'est un lieu public. J'étais bloqué.
Pour vous dire que je n'aime pas mentir à ma maman. Et quelques jours après, ma maman m'appelle. Non, je l'appelle. Elle dit, mon fils, tu as mangé? J'ai dit, oui, moi, j'ai mangé. Elle dit, tu as prié? Je dis, non, ça fait quelques jours, je n'ai pas pu prier correctement. Elle dit, et? Tu n'es même pas arrivé en Europe? Tu as oublié ta religion? J'ai dit, non, maman, ce n'est pas ça. Je l'ai expliqué. Elle m'a dit, mon fils, si j'avais su cela depuis ton enfance, j'allais te jeter dans la poubelle. J'ai dit, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, ces gens-là, ils t'ont vu dans la rue. Ils ne t'ont pas pris pour un migrant, pour un noir, pour un menteur. Ils ne t'ont pas pris pour un sans-papier, un sans-abri. Ils ont vu un humain dehors. Parce qu'eux, ils sont des humains. Ils ont pris cet humain-là, ils ont envoyé ce jeu. La coexistence pacifique, mon fils. Si ces deux jeunes gens t'ont vu là-bas, ils t'ont pris là-bas, ils t'ont considéré comme un humain, ils t'ont envoyé chez eux. Pourquoi tu ne penses pas comme eux? Tant qu'ils ne te demandent pas de devenir comme eux, ou bien de manger de la viande du porc, ou bien de boire de l'alcool, ou bien fumer de la drogue. Elle m'a raccroché. Je n'ai pas voulu, sinon je pouvais dire, maman, non, j'ai prié, tout. Mais elle nous a dit que, dites-moi toujours la vérité qui blesse, que le mensonge qui enchérit. C'est comme ça qu'elle nous a éduqués. Tantôt, tu me posais la question par rapport à mon éducation. Et donc, je découvre après, je fais beaucoup de recherches, tout. Je trouve que c'est une belle leçon qu'elle m'a donnée. Et ces deux jeunes gens, il y a un qui est devenu le parrain de mon premier fils. Et c'est un frère. Votre collègue me posait la question sur lui tout de suite là. C'est mon deuxième chez moi. Quand deux fois j'ai envie de quitter avec ma famille, je vais là-bas, je dors. Depuis 2017 jusqu'à maintenant, même aujourd'hui, il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il est avec mon premier fils, qu'ils vont aller à la piscine. Vous voyez un peu. Et eux aussi, ils avaient des problèmes. D'ailleurs, même l'un d'entre eux, ses parents sont français. Il me disait souvent, mes parents sont racistes. Et quand j'envoie ton fils souvent, ton fils dit, mamie, il s'assoit sur ses genoux. Je vois ma maman comme ça. Je dis dans ma tête, c'est très bien, quoi. Et finalement, il dit que tu as changé ma vie. Et pourtant, moi, je le dis aussi, il a changé ma vie. Dans beaucoup d'autres choses, on a parlé des religions, on faisait des débats, mais très houleux. Très houleux? Oui, des débats avec eux, des débats religieux. Ils partageaient leur point de vue, je donnais mes points de vue. Il y avait plusieurs choses qu'ils n'avaient pas, et je suis compris. Donc, ils victimisaient beaucoup d'autres musulmans. Bon, à travers nos échanges, on a tellement parlé, ils m'ont donné beaucoup de leçons. J'ai donné aussi plein d'autres choses. Donc, c'est pourquoi quand j'ai été au Parlement bruxellois un jour devant les députés, ils parlaient de la tolérance, la grande tolérance, tout. Ben, même avec la distance, j'étais étonné. Parce que si ce monsieur, il n'y avait pas eu, au-delà de la tolérance, c'est-à-dire des échanges entre nous, et surtout, s'ils ne m'avaient pas considéré comme un humain, s'ils avaient mis le voile de migrants, on n'allait jamais s'entendre. Jamais. C'était les premiers qui t'ont... Oui, et c'est très important. Qui t'ont pris pour un humain. Ça t'a fait changer d'avis complètement? La confiance. Et vouloir me considérer comme un humain, pas que, voilà, ce migrant, ce noir, tout. Et moi, j'avais besoin de ça dans ma vie. Et c'est cet espoir-là. Grâce à ces gens-là, ils commençaient à me donner de l'argent. J'ai dit non. Ne m'habituez pas à me donner de l'argent. Cherchez-moi le travail. Grâce à eux, j'ai eu mon premier travail de bénévolat où j'ai travaillé pendant 6 mois avec eux. Ils m'ont payé comme il le faut. Et c'était au temps de M. Théo Franquin. C'était très encore compliqué avec les migrants. Mais ils ont osé d'abord trouver une adresse pour moi. J'avais un travail. J'ai commencé à payer mon avocat. Parce que ce que je dis à tout le monde, vous ne pouvez pas prendre de l'argent donné aux gens, tout.
dire que ouais, on est solidaire, comme le grand buzz avec les migrants. C'est pourquoi je dis souvent aux migrants, faites beaucoup attention. Voilà, il y en a, ouais, on est solidaire avec les migrants, ils prennent des photos, ils veulent se montrer. Tout. En fait, ces clichés-là, c'est beaucoup nombreux. Mais moi, j'ai la chance d'être bien entouré avec des personnes, des belles personnes. C'est le cas de David Michel, qui est avec moi aujourd'hui, et Valérie Cornelis, je parlais d'elle, qui a été même voir ma soeur au Sénégal. Une très belle personne. Personne qui travaille à Énergie Belgique, que je connais en commun. Voilà, il y a Sandra Racco, qui, pour la première fois que quelqu'un m'a promis, et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui a respecté sa promesse, ses engagements, et qui m'a toujours considéré, voilà, comme un frère, c'est-à-dire, en un mot, comme un humain, Sandra. Parce que moi, il y a des gens qui me promettaient, mais après, ça part. Mais elle, depuis que j'étais sans papier, sans abri à l'époque, elle est venue vers moi. On a commencé à travailler. D'ailleurs, c'est grâce à elle, le spectacle. Le livre aussi, j'avais écrit, mais pour la publication et tout ce qui s'ensuit, tout ça là, c'est elle qui était là, toujours présente, jusqu'à nos jours. Tu rencontres ta femme quand ? Maintenant, tu es marié, tu as 3 enfants. Comment est-ce que tu la rencontres ? Non, c'est pas ici que je l'ai rencontrée. Et souvent, même, les gens font « Ah oui, parce qu'il est avec les Blancs maintenant, il a beaucoup d'argent, on lui donne de l'argent. » Parce qu'on me traite souvent d'égoïste. « Frère, tu es égoïste, tu es traître, tu veux nous décourager de ne pas partir. » Parce que, permettez-moi de vous dire, mon objectif, ça a été toujours 2 choses. Je ne suis pas là pour décourager quelqu'un de ne pas venir. Qui suis-je d'ailleurs pour décourager quelqu'un? Mon objectif n'est pas en train, c'est-à-dire de dire aux gens, ne venez pas ici. Je vais juste raconter mon histoire. Que ce soit ceux qui sont là-bas, qui sachent qu'une fois ici, ce n'est pas un sac de trésors qui est là, où il faut mettre la main, prendre tout et puis se faire la poche, faire la belle vie. Pour ceux qui sont là aussi, qui disent qu'ils prennent des bateaux facilement, ils viennent encombrer notre pays. Et des fois, on nous traite de tout. Des drogueurs, des vendeurs de drogue, des violeurs, avec tous les noms. Je veux raconter mon histoire pour que ces 2 côtés-là, les gens sachent qu'est-ce qui se passe. Et se parlent. Oui. Mon épouse, elle est de la Guinée. Parce que beaucoup disent que, ah oui, il a épousé une femme européenne. Voilà, il est avec une blanche maintenant. Il y en a même, ce qui me fait mal, non, ça me fait rire. Quand je sors d'un spectacle, après un débat, il y a un monsieur qui me dit, vous avez épousé une femme blanche? Et c'est pourquoi vous êtes intelligent comme ça? Je regarde. Bon, je n'ai pas envie de vexer personne. Voilà, j'ai envie juste de raconter ma vie. Mais du coup, j'ai pas compris où tu l'as rencontrée, ta femme. Mon épouse, je ne l'ai pas rencontrée ici. Elle était déjà connue en Guinée. C'était mon amoureuse depuis fort longtemps. Donc, quand j'ai commencé à m'installer, tout, en ce moment, je n'avais même pas les papiers. Ce sont les mêmes jeunes encore qui m'ont pris dans la rue. Ils sont organisés. C'est un groupe de comédiens. À l'époque, c'était le groupe CAC, mais c'est disloqué actuellement. Donc, ils se sont organisés, ils m'ont soutenu, ils m'ont accompagné jusqu'à ce que voilà, j'ai pu faire venir mon épouse. Pas par le regroupement familial. Et aujourd'hui, tu as 3 enfants. Tu as écrit donc un livre dont on parlait tout à l'heure. Tu cherches un éditeur, je rappelle, pour le 2e. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui. Il s'appelle Notre Soleil par les côtes du Maghreb. Voilà, Fran Kourouma, aux éditions Samsa, S-A-M-S-A. Je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo, si vous voulez, dispo sur Amazon notamment, ou sur le site de l'éditeur. Je vous mettrai les 2, comme ça vous pourrez le retrouver. Tu l'as adapté en spectacle aussi. Tu as fait un spectacle qui s'appelle Notre Soleil. Qu'est-ce que c'est que le spectacle ? En réalité, je n'ai pas fait d'études dans la matière, je n'ai jamais été comédien. Je suis ingénieur technologue en industrie agroalimentaire. Très bien. Et je suis éducateur actuellement. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Sandra Racco, une très belle personne qui a mis une équipe autour de moi. La première fois qu'elle nous a proposé de monter sur scène, on l'avait pris pour une folle. Parce que moi, je pensais à éditer mon livre, mais elle nous parlait de lecture, spectacle et tout ce qui s'ensuit. Mais elle nous a dit... on va arriver, on va se battre. Donc, si vous me demandez des questions liées à la technique, tout, je ne saurais vraiment vous répondre correctement. Mais par contre, grâce à elle, on a fait d'abord une lecture spectacle. Après, en 2018, on a commencé encore à faire des démarches pour le livre.
Grâce à elle et David, on a rencontré l'éditeur et le livre a été édité. Et après, elle est venue encore une deuxième fois vers moi. Elle dit, cette fois-ci, on va faire un spectacle, l'adaptation théâtrale cette fois-ci. Et là, c'était autre chose. Nous avons commencé à travailler. Ça n'a pas été facile. On a travaillé plusieurs mois. Et autour de moi, il y avait Annette Brodcon, et il y avait Boris, Laure. Avec cette équipe, voilà. Je voudrais garder l'identité de mon livre, mon identité. Parce que j'ai dit, quand la première fois j'ai envoyé mon livre en France ici pour la correction, il y a un monsieur qui m'a dit, qui m'a envoyé un mail, j'ai jusqu'à présent ce mail-là, vous payez 2200 €. Et imaginez, moi j'étais dans la rue en ce moment, 2200 €, on va corriger très bien pour vous. Même si j'avais les 2200 €, je n'avais pas envoyé. Moi, je voudrais garder l'identité. Parce que quand je vous parle, le ton, la manière, il ne faut pas que mon livre, quand vous lisez mon livre, vous dites, mais qui a écrit pour vous? Ce n'est pas ce que j'ai besoin. C'est pourquoi, quand je suis allé vers l'éditeur, j'ai dit, je veux garder l'authenticité. C'est que mon livre me ressemble. Mais je ne veux pas vraiment français de la France. Je ne veux pas. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec cette structure, avec Sandra et voilà, et tous les autres, c'est ce qu'ils ont gardé. Et non plus me dire, il faut barrer ça, il faut enlever ça. Ça, c'est pas bon. Ça, on ne dit pas ça chez nous ici. Je ne voudrais pas ça non plus. Mes idées, la façon de raconter, je voudrais que ça reste. Parce que, non, en Belgique, il ne faut pas dire ça. C'est que tout ce qu'on voudrait, que je parle de ma traversée jusqu'en Italie, et de là, je parle des belles choses, ici. Ça ne serait pas la vérité. Et dans mon livre, c'était 800 pages quand j'ai tout écrit sur mon téléphone, parce que c'était le seul moyen en ce moment pour moi de m'amuser, d'écrire tout. On a diminué, mais tout en gardant mon idée, mes mots, ma façon de m'exprimer. Pour terminer, tu dis dans ton livre, les cauchemars me poursuivent, la peur, le traumatisme sont des cicatrices invisibles qui prennent du temps à guérir. T'en es où aujourd'hui? Oui, c'est très compliqué. Pourquoi d'ailleurs, à chaque fois que je raconte mon histoire, c'est comme si de nouveau encore, c'est un soulagement, quoi. C'est thérapeutique pour moi. Mais quand je reste longtemps sans raconter, des fois, je fais des cauchemars, je tombe encore dans les mêmes, c'est-à-dire réalités de fois, et dans la même colère, parce que quand je vois certaines choses, et je me dis toujours, je me rappelle la parole de ma maman, quand toi tu traverses la rivière, pense à ceux qui sont dans la situation, ceux qui n'ont pas traversé, ou ceux qui sont à l'attente de traverser. C'est-à-dire, traverser ici, ce n'est pas la mer là-bas, mais c'est-à-dire les migrants en général. Et je me dis encore, il y a du boulot à faire. Et tellement que ça me dit, beaucoup, il y a du boulot à faire. Des fois, après une interview, je me retrouve face à des gens qui veulent me rencontrer, me voir. Et là, une anecdote, les dames m'invitent. Elles m'invitent à le rencontrer. Et je vais le jour J. Mais le problème est que rapidement, elles me traitent de tous les noms. Jusqu'à même me comparer aux Ukrainiens. Je n'ai rien contre les Ukrainiens. Je n'ai même pas été là, ils ne m'ont pas fait du mal. Mais le fait de dire que c'est des migrants de qualité, qui ont la même couleur de peau, et on sait pourquoi ils viennent chez nous. Ils ont des comptes en banque, ils ont des voitures de marque, tout. C'est une migration de qualité. Et vous autres, vous êtes là à profiter de la belle vie, à profiter de nos petites filles. C'était des personnes avancées en âge. Nos petites filles à détruire leur vie, à voler, à faire et prendre le travail de nos petits-enfants. Et des fois, ce jour-là, j'avais envie de leur répondre. Mais j'ai pensé à la parole de ma maman. Mon fils, quand tu es fâché, va te coucher et viens répondre. J'ai dit à la médiatrice, on rentre. Je les ai remerciés, merci beaucoup. Je suis rentré à la maison et je me suis réveillé après, j'ai vu mes enfants devant moi. Et c'est ce que je me dis toujours. Ce que moi j'ai connu, tout ce que j'ai traversé, mes enfants n'ont pas besoin de ça. Je dois transformer ça en autre chose, dans leur éducation. Je ne dois pas me permettre d'avoir une haine, de généraliser. Ouais, tous les Européens m'ont fait du mal. Les Libyens, non.
Et aujourd'hui, la première fois que j'ai eu la paix du cœur, c'est quand j'ai signé mon contrat à durée, mon contrat à temps plein, à durée indéterminée, et dans un centre qui accueille des personnes qui portent des handicaps, mais qui sont des autistes. C'était la première fois que la paix du cœur que j'avais parlé à mon moment, que je l'ai eue. Parce que pour une fois, je me sentais libre. Parce que même quand on a le titre de séjour, beaucoup de gens pensent que c'est fini. Non. Des fois, tu as le titre de séjour, tu cherches une maison. Tu appelles français de la France. On dit oui, monsieur, venez. D'abord, l'accueil, c'est vous, monsieur? Tu dis oui. Et surtout quand on est dans le CPS, c'est encore au-dessus. Et après, ça m'est arrivé, on me dit, ah, monsieur, désolé, la chambre est prise. Voilà, courage, bonne chance. Je pars 3 jours après, j'appelle la même personne. Oui, la chambre est disponible, vous pouvez venir. Je sais de quoi ça sous-entend. On va dire, mais c'est du racisme, appelez la... Vous allez appeler la police, vous êtes d'abord dans un problème de recherche de chambre, vous allez encore vous mettre encore dans un problème de justice, tout, tandis que vous n'avez même pas de situation stable, vous n'avez même pas de quoi payer l'avocat. Recherche du travail. C'est pourquoi je dis à tous les migrants, la vie ne s'arrête pas seulement quand on a le titre de séjour. Il y a autre chose. Vous allez trouver 1000 fois vos... C'est-à-dire plusieurs... Moi, j'ai postulé 50 fois. Donc, quand j'ai signé mon contrat, c'était vraiment le soulagement total. Tu as revu, pour terminer, ta maman? Non, pour le moment, non. Ça me fait mal parce que j'ai toujours envie, chaque soir, la voir. Auprès, pas derrière un smartphone, parler, d'ailleurs, elle n'aime pas. Et j'ai envie aussi, mes enfants, comme on l'a vécu à l'époque avec notre grand-mère, mes enfants soient à ses côtés, l'écouter, voilà. Ça me fait mal de les envoyer dans la garderie, mais bon. Il faut aussi s'adapter aussi. Pas pour moi, mais eux, pour leur vie, voilà. Il ne faut pas non plus oublier la source d'où nous venons. Merci en tout cas d'avoir raconté ton parcours. C'est un plaisir de t'avoir et de t'écouter, raconter tout ça. Je vous mets les liens cliquables et je vous mettrai tous tes réseaux. Là, on peut te suivre si tu veux pour te retrouver. Voilà, Fran Kourouma était notre invité aujourd'hui. C'était intéressant. C'était un peu un film. En fait, j'ai l'impression de suivre un film et une histoire. Tu vois, j'ai essayé de le faire le plus lisiblement et le plus facile à comprendre possible parce que tu as eu beaucoup d'étapes. Hein. C'était un vrai parcours et on ne s'imagine pas toujours ça. Donc, merci d'être venu le raconter. Merci de nous suivre sur Légende de plus en plus nombreux. Chaque mois, on voit que vous êtes entre 100 et 150 000 à nous retrouver en plus sur notre chaîne YouTube. Donc, merci de vous abonner si vous nous regardez en format long sur YouTube. Merci à vous. Merci de commenter l'émission, ça nous aide beaucoup. Elle a liké aussi. Et si vous êtes en podcast audio, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. On est premier de podcast de France au jour du tournage. Donc voilà, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. On se retrouve pour une prochaine vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Ciao tout le monde.